Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans The Boys Club. Waouh, c'était sensuel, j'ai bien Tu fais de aimé. la SMR. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle qui parle de masculinité, où tous les 15 jours avec Fab, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, nous sommes avec Dani Caligula. Salut, merci Salut. de m'avoir invité. C'est Merci très gentil. beaucoup d'être venu, un petit peu au pied levé. Ça me fait très plaisir que tu sois là. Je passais sur Paris, donc Ça pourquoi tombe pas. très bien. Dani, tu es, je sais pas si tu préfères dire youtubeur, vidéaste, créateur de contenu. Ouais, je m'en fiche un peu maintenant. Je suis un truc. Bon, Je fais des trucs. c'est Et ça. C'est cool. Et là, c'est une période un peu spéciale pour toi, puisque t'as un peu disparu d'Internet pendant un moment. T'as fini par revenir en disant que, en fait, t'étais victime de harcèlement depuis longtemps, lié à ce que tu fais sur ta chaîne. Et dans la suite de ce moment où t'es venu dire voilà pourquoi je suis plus trop présent, c'est parce que je suis victime de harcèlement et ma vie est compliquée. Tu viens de sortir une vidéo qui s'appelle Réponse à Internet, où tu réponds à divers groupes de personnes qui t'ont insulté et qui t'ont harcelé. Ouais, exact. Et tu reprends certaines des insultes qui t'ont le plus été adressées. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, mon idée, c'était vraiment de prendre certaines insultes et à partir de ça, faire des petits sujets pour vraiment avoir des réflexions autour de ces insultes, parce que je trouve ça intéressant que les insultes, en fait, sont toujours précises. C'est pas des trucs absurdes, en fait. C'est le fait qu'on me traite de PD ou d'autiste, je trouve que ça a du sens par rapport à ce que je représente, etc. Et du coup, je trouvais ça intéressant, et c'est pour ça que c'est blessant aussi, c'est que c'est politiquement précis, en fait, ce genre d'insulte. Déjà, bravo pour ta vidéo, car elle est Merci. très chouette. Et la parole commence à se libérer sur les violences que peuvent vivre les personnes qui ne font que se mettre en avant sur Internet, ce qui n'est pas un tort. Donc bravo d'avoir fait ça, parce que c'est pas facile de venir en parler. Faut vraiment aller la regarder. Hein. Oui. C'est parce que je trouve que ta vidéo, elle définit vraiment un rapport que notre génération peut avoir aujourd'hui par rapport à Internet, alors par rapport à YouTube, par rapport aux réseaux sociaux. Et ton discours est très précis. On sent que tu as mûri le truc et que tu as fait. C'est un peu long, hein, ça dure 45 minutes. Ouais, c'est long. Mais ça peut aussi s'écouter, c'est-à-dire que Oui, je l'ai pensé pour que ça puisse s'écouter du début à la fin. Les images je sais qu'il y sont a beaucoup belles. de dessinateurs, etc. qui écoutent, et puis c'est long, quoi. Donc il y en a qui ont juste envie d'écouter. Enfin, moi, je consomme beaucoup de contenu comme ça sur YouTube, genre les vidéos d'Estonie, j'aime bien me les mettre en fond pendant que je joue à un jeu vidéo ou une connerie. Et c'est ça qui est bien avec ce format-là, donc je tenais à ce qu'il y ait ça. Donc voilà, c'est Donc vraiment, allez, prenez le temps, peut-être avant même d'écouter plus longuement pour vraiment Mettez comprendre. pause, Voilà. allez dans la description, regardez la vidéo, comme ça vous saurez de quoi on parle. Et revenez après. Exactement. Et surtout, vous aurez vu une bonne vidéo, et c'est cool. Et un des trucs dont tu parles en premier dans ta vidéo, c'est... les premières insultes que tu évoques, c'est des insultes plutôt liées à la masculinité. Tout à Donc fait. il y a le fameux cuck. C'est celle que j'ai le plus reçue, de toute façon, je pense. PD et cuck, ça doit... Enfin, cuck, c'est assez récent, en fait. J'ai l'impression que ça arrivait un peu en 2018, cuck. Avant, ils le Cuck, disaient pas trop. c'est l'anglais pour cocu. C'est ça, ouais. Et c'est... Alors moi, je l'ai vu pas mal utilisé par les supporters de Donald Trump aux États-Unis. Oui, voilà, mais ça J'aime s'est importé quand mes vidéos étaient sorties et que le cyberharcèlement a commencé, je recevais pas vraiment cette insulte, elle était rare, alors que maintenant c'est un peu l'insulte de base, j'ai l'impression, c'est leur nouveau fragile, quoi. Et c'est chelou parce que c'est vraiment une insulte qui... En fait, quand les gens te traitent de cuck, ils veulent pas dire la personne avec qui tu es couche avec d'autres gens. C'est une façon d'attaquer directement ta masculinité via Oui, le ça. fait que quelqu'un t'est infidèle. Enfin, c'est très bizarre. De toute façon, on les appelle les cuckolds, je crois. Ça peut être des gens, tout à fait, des gens qui ont envie de voir leur femme ou leur amant se faire baiser par quelqu'un d'autre. Bon, c'est pourquoi pas. Je veux dire, tant que c'est fait en mode Entre adultes consentement, consentants. entre adultes consentants qui font ce qu'ils veulent. Mais après, là, je pense que l'insulte, ouais, c'est l'idée de soumission qu'on se fait avoir. Et j'ai l'impression qu'ils l'utilisent un peu. Comme certaines féministes ont parlé du nice guy, en fait. Donc ce gars un peu pro-femme qui idéalise les femmes, qui ose pas trop l'ouvrir devant elles et qui du coup est un cuck. Il y a un peu ce jeu-là. En plus, le mot en plus est drôle, quoi. Enfin, c'est un son qui sonne fort, qui machin. Après, ils l'utilisent un peu pour tout et n'importe quoi maintenant. J'ai l'impression que même entre eux, c'est devenu un peu une insulte affective. Donc il y a vraiment... Mais c'est basé quand même sur de la... C'est ça, mais c'est quand même basé sur de la fragilité, quoi. T'es soumis à ta femme, t'es tellement soumis que ta femme se fait baiser par quelqu'un d'autre. Enfin, il y a vraiment cette idée profonde dans cette insulte qui est assez violente, quoi, mine de rien.
Et elle est très 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 utilisée, et souvent ils changent de mots, j'ai l'impression aussi, c'est pour camoufler l'homophobie. Genre fragile, c'est pareil, fragile, il parle de quoi d'autre si ce n'est, enfin c'est tapette qui est juste pas dit quoi. Donc c'est fragile, c'est pratique pour ça. Genre ah mais t'es un fragile, mais ceux qui sont des fragiles, c'est toujours ceux qui ont des cheveux longs, qui sont minces, ou qui sortent un peu des canons de la virilité standard quoi. Pour eux c'est ça les fragiles principalement, parce que bon, moi j'ai tendance à trouver qu'ils disent souvent des trucs de gros fragiles justement aussi. Donc c'est toute l'ambivalence du truc quoi. Et en fait, quand tu parles de ces gens-là, tu parles au masculin. Est-ce que tu penses que c'est principalement des hommes qui utilisent ce genre d'insultes ? Moi, j'avoue que j'ai jamais vu une femme utiliser cuck. J'ai dû voir quelques fois des femmes utiliser fragile, mais il y en a quelques-unes, mais bon, effectivement, c'est beaucoup plus rare, quoi. C'est beaucoup plus rare. Donc, ouais, non, c'est principalement des hommes, je pense. Enfin, de toute façon, c'est principalement des hommes qui sont venus cyberharceler. Je pense que c'est principalement des hommes qui font ça, de toute façon. Oh, je sais pas. Je pense que ça dépend qui. Je pense, en fait, si ta communauté. En tout cas, pour ceux qui utilisent les termes fragile et cuck. Après, oui. Effectivement, il y a des gens qui n'utilisent pas ces termes et qui vont cyberharceler, qui peuvent être des meufs. Ça, il y en a par contre. Mais ça va être sur d'autres aspects. Et comment tu l'as vécu, toi, au début, quand tu as commencé à recevoir. Parce que, en fait, pour résumer un peu, sur ta chaîne, tu parles de politique, de philosophie. Voilà, tu essayes de prendre du recul, de vulgariser des théories de conception du monde, donc c'est pas une chaîne sur la virilité, c'est pas une chaîne sur comment être un homme, c'est forcément en filigrane, parce que quand on parle société, on parle aussi de rôle genré, mais en tout cas, à la base, tu vises pas un public qui a envie qu'on lui parle de masculinité, mais tu t'es retrouvé visé par des insultes qui sont profondément liées à ton genre. Comment tu l'as vécu au début, de vivre ce genre de truc ? Bah en fait, ça avait commencé quand j'avais fait On vaut mieux que ça et quand on faisait des trucs autour de la loi travail. Sauf que moi, de toute façon, j'étais très occupé entre faire les vidéos et puis me déplacer dans les différents événements, les conférences, les manifestations, les choses comme ça. J'avais pas trop le temps, et puis globalement, c'était quand même des critiques. C'est-à-dire que il y avait beaucoup de vidéos autour de ça, des gens qui nous critiquaient, mais c'était des critiques. Bon, des fois, ils étaient un peu méchants, ou ils nous traitaient un peu... Enfin, c'était le cas du Raptor, qui avait fait une vidéo sur moi, où dedans, il me traite de femmelette de 40 kilos, toute mouillée. Donc, il utilisait déjà un petit peu sa verbe. Mais ça allait. Enfin, moi, même quand j'ai vu la vidéo, presque, ça m'avait fait un peu sourire, quoi. J'étais là, c'est pas très, très grave. Mais j'ai vu que ça a commencé... Enfin, c'est à partir de cette vidéo que j'ai commencé vraiment à voir quotidiennement une dizaine, vingtaine de personnes qui venaient et qui commençaient à être là, fragiles, regarde ta gueule, pédale, enfin qui commençaient déjà à un petit peu être vraiment très très rabaissants. Et là je me suis dit c'est marrant, et j'ai vu le phénomène et j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de chaînes de clash, de plus en plus de mecs qui se clashaient entre eux pour monter ou qui clashaient les autres pour pouvoir monter. Et je me suis dit tiens, c'est intéressant, on tombe dans les mêmes logiques qu'il y avait dans le YouTube américain depuis 1 an ou 2, où c'était tout le monde qui se clashait, il y avait vraiment des chaînes dédiées à ça, et puis l'alt-right, quoi. L'alt-right qui faisait plein de contenu pour se moquer des youtubeurs gauchistes, LGBT, etc. Et du coup, il y avait toutes ces mécaniques-là qui commençaient à s'importer, et ça m'a mis la puce à l'oreille, et je me suis dit, ça pourrait être intéressant un jour de parler de la violence sur YouTube, mais j'avais mis ça un peu plus loin, et puis après, le Raptor, il m'avait insulté sur Snapchat, suite à un de mes commentaires sous la vidéo d'Usul, et là, c'est là où j'avais commencé à vraiment prendre, 1000 ou 2000 gars qui viennent vraiment t'insulter, et je voyais ce qui se passait en plus derrière pour Marion Séclin, pour plein de trucs, et je me suis dit bon, va falloir peut-être faire quelque chose, peut-être en parler, puis me défendre aussi, parce qu'il m'accusait de censure, et moi en plus je suis pro liberté d'expression, donc ça me faisait un peu chier, et après j'ai fait ma vidéo, et je pense qu'il y en a plein, enfin de toute façon la majorité des gens n'ont pas du tout regardé en entier avant de m'insulter, quoi. Genre ils l'ont même pas regardé du tout la plupart du temps. Oui, comme c'est étonnant. C'est plutôt leur habitude d'insulter d'abord et de réfléchir ensuite. Les fameux 2 prévenus, pour revenir un peu par rapport à l'actualité, les fameux 2 prévenus qui sont passés cette semaine au tribunal face à Nadia Adam n'avaient pas écouté sa chronique qui pour le coup durait 3... Oui, on n'était pas sur une vidéo de 45 minutes. 4 minutes quoi, vraiment. Donc, ouais. Oui, mais c'est des mouvements. Non, mais je pense qu'ils viennent, c'est... et puis c'est ça, ils viennent d'une vidéo qui critique cette vidéo, qui en parle. Donc déjà, ils sont biaisés, ils arrivent, ils voient les commentaires, ils retrouvent des gens qui sont en mode sale cuck, machin, et du coup, ils y vont aussi, quoi. Ils s'ajoutent à l'effet de groupe. Je pense qu'ils ont à peine conscience de ce qu'ils font. Je pense qu'ils se disent, de toute façon, il ne doit pas lire les commentaires, c'est un youtubeur millionnaire. Il y a vraiment cette impression, il y a une haine aussi de YouTube, et il y a une vraie haine de ça aussi qui, je pense, joue dans tout cet acharnement, en fait, où il y a plein de gens qui vous déshumanisent à partir du moment où vous avez une chaîne YouTube, alors que moi j'ai une vie vraiment normale. Être youtubeur, c'est surtout être chez soi et travailler comme un porc et pas dormir et être devant un ordinateur. C'est pas très excitant, en fait, c'est pas très excitant la vidéo.
Mais il y a cette impression de vie de jet set. Comment va ta vie de youtubeur millionnaire? Mais c'est la vraie vie, enfin c'est la vie de quelques youtubeurs qui pèsent et qui sont Et extrêmement ils loin. montrent, ils font des vlogs où ils sont dans des voyages, ils font des trucs. Moi, des fois, je leur en veux un peu pour ça aussi, c'est qu'ils jouent avec cette image pour faire rêver les gamins. Mais du coup, il y en a plein qui s'imaginent qu'on est tous comme ça. Alors que, moi, quand j'ai gagné au-dessus du SMIC brut, c'est arrivé, je sais pas, 2 mois, 3 mois, en tout sur plus de 5 ans de trucs, quoi. Enfin, on gagne pas grand-chose. Et ça reste isolant, quoi. C'est un métier qui isole beaucoup aussi, justement, à cause aussi du harcèlement, du fait que les gens te voient plus forcément comme une personne normale, mais veulent toujours venir te parler du dernier truc que t'as fait ou machin. C'est un peu isolant en plus. C'est même plus qu'un truc qui te permet vraiment de rencontrer plein de gens, c'est un petit peu isolant en fait. Mais ça après, et puis ils pensent qu'on lit pas les commentaires, alors que si, moi je les lis, hein. Je suis devant mon ordinateur, je suis pas protégé de tout ça, donc forcément je les vois. T'as pas un community manager qui va faire le tri pour toi, quoi. Ouais. Est-ce que tu les laisses les insultes Ouais, tout est laissé moi sur ma chaîne tout. globalement. Parce qu'après ils arrivent et ils te disent que tu les as censurés. En plus des fois il y a des trucs qui passent dans les spams parce que le mec t'insulte tous les noms, donc ça finit dans le spam YouTube. Et après il dit pourquoi t'as supprimé mon commentaire, quoi. Et du coup il vient te réinsulter et tu fais mais c'est. Est-ce si important que tu dois venir insister pour que ton commentaire soit visible? Je ne suis pas sûre. Ils sont là, vous censurez et tout, c'est bien la preuve. Genre, j'ai que ça à faire d'aller enlever un commentaire d'un gars précis qui a tous une les théorie. autres, ça va, mais oui, mais quand même, non. Et c'était, en fait, avant de te retrouver ciblé, du coup, par une partie des mecs nerveux, on va dire, d'Internet, c'était quoi ton rapport à la masculinité? Est-ce qu'au moment où on te traite de fragile sur Internet, ça fait écho à des trucs que t'as vécu en grandissant dans ta vie? c'est ce que c'est nouveau? C'est ce que je dis dans la vidéo, c'est la première insulte que j'ai dû entendre. Et comme je dis, elle date de la bouche de ma mère. C'était ma mère, je pense, la première à me l'avoir dit, mais ma mère, c'est tout un contexte, en fait. Tout un contexte social. En fait, moi, j'ai grandi en banlieue, donc je viens d'un milieu assez pauvre, assez prolétaire. Et là-bas, l'homophobie est extrêmement présente. Et ça, je veux bien qu'on revienne dessus un peu après, parce que c'est pas pour rien. Il y a vraiment des raisons sociologiques et politiques qui font que l'homophobie est particulièrement présente. Mais du coup, il y avait vraiment cette dimension de faut être un vrai homme, faut être un dur, faut savoir se battre. Mais même en fait, ma mère ne faisait pas ça uniquement juste pour me martyriser, pour le plaisir de me martyriser, mais aussi parce qu'il faut survivre en fait. Il faut simplement survivre à cet environnement ultra hostile et du coup, il faut s'endurcir, quoi. C'est cette idée de s'endurcir pour d'abord survivre, quoi. Et du coup, c'est un truc que j'ai connu et dans le harcèlement scolaire que j'ai vécu, j'ai retrouvé ça. Et c'est pour ça en fait ça m'a particulièrement blessé parce qu'au début, notamment quand j'ai fait la vidéo contre le Raptor, je m'y attendais. Je veux dire, je m'attendais clairement à me faire défoncer. Et quand tu reçois 10 000 insultes, c'est un peu... Sur le coup, j'ai pas spécialement... Enfin, c'est pas là où ça m'a fait le plus mal parce que je m'y attendais et puis tu vois ton téléphone qui fait que vibrer, c'est presque absurde en fait. Il y a quand même des soutiens, il y a quand même des gens qui soutiennent parce qu'il y a une vidéo qui vient de sortir. Donc ça va. Mais en fait, c'est la précision, comme je disais tout à l'heure, la précision des insultes où je retrouvais toutes les insultes de mon harcèlement scolaire et j'étais là, c'est marrant quand même, quoi. Même en devenant adulte, en arrivant à me sortir un peu de cette galère de toutes ces insultes qu'on me faisait à l'école ou quoi, hop, ça recommence sur Internet et c'est exactement les mêmes. C'est encore les mêmes mecs, c'est encore... Tu fais, c'est quand même... ça commence à peser, quoi, au bout d'un moment où tu te dis, est-ce qu'un jour je vais être tranquille, en fait? Est-ce qu'on va juste... arrêter de m'insulter sur des trucs aussi stupides et on va commencer à m'attaquer sur ce que je dis, sur ce que je raconte, sur des arguments. Enfin, moi, j'attends ça, en fait. Et pour le moment, c'est toujours sur ma personne, sur la coupe de cheveux, sur le machin. Et parce que c'est plus facile, j'imagine, aussi. Hein, mais... Il y a moins besoin de réflexion que s'il faut déconstruire un discours et débattre avec des arguments, c'est sûr. Et du coup, comment ça, quand tu grandissais, est-ce qu'il y a des moments où t'as essayé de rentrer dans le moule du mec viril parce que voilà, c'était ce qu'il fallait faire pour survivre, ou est-ce que t'as toujours oui, tout à fait. Déjà, l'homosexualité, moi je suis bisexuel, mais l'homosexualité c'était pas pensable, pas imaginable. Moi j'y réfléchissais déjà dans ma tête quand j'étais tout seul dans mon coin, évidemment, mais par contre c'était pas... même je me posais même pas la question du possible en fait, parce que je me disais non, je vais juste me mettre en danger. J'ai la chance aussi à côté de justement pouvoir aimer les femmes, donc je vais me concentrer sur ça, parce que ça va juste pas être possible, c'est même pas la peine d'en parler. Et puis il y a vraiment, en fait, pour moi, il y a pas mal de sociologues qui ont parlé de ça. Là, j'ai plus les noms exacts. Il me semble qu'il y a un livre qui s'appelle La Maison des Hommes, et j'ai plus le nom du sociologue qui a travaillé là-dessus. Mais il y a pas mal de sociologues qui expliquent que le masculin, et moi je trouve que c'est vrai. Dans mon expérience, c'est ce que j'ai ressenti. Ça se construit surtout entre hommes. C'est-à-dire que c'est le moment où il y a plus de filles dans la pièce que ça y est.
les hommes commencent à avoir une attitude où c'est là où on va se donner les conseils, enfin on va se charrier, on va se machin, pour justement être un bonhomme, quoi. Et c'était important parce que sinon tu te fais vraiment victimiser super fort, quoi. Et là, moi, j'étais un peu obligé. J'ai fait des trucs, des fois même que je regrette énormément, où je devais juste me moquer, harceler, machin. C'est cette logique où des fois, où tu dois te moquer de celui-là parce qu'il est un peu gros, parce que sinon, c'est toi qui vont viser. Donc il y a un truc extrêmement malsain. Et moi, je me rappelle que cette souffrance, on la partageait tous. Que même les plus gros bourreaux, souvent, c'était des gens qui avaient le plus peur de se faire insulter et qui, du coup, jouaient les super durs pour que personne ne les emmerde, en fait. Et il y avait vraiment cette logique de tout le monde est un petit peu gêné quand même de faire du mal, mais t'es bien obligé. Et c'est globalement accepté par tout le monde parce que c'est le contexte, en fait. C'est un contexte social où, c'était des écoles de merde. On est, je sais pas, on est 40 par classe, c'est des profs envoyés au casse-pipe qui ont 20 ans. Bon, à l'époque, ça, je le comprenais pas, mais je l'ai compris plus tard. Mais c'est des profs qui commencent. Ils sont pas prêts à ça. Ils viennent de faire un master de lettres. Ils sont pas prêts à gérer 35 zosios qui se battent dans tous les sens. Enfin, du coup, forcément, ça ajoute plein de complexité. Et puis, en plus, du côté de ma famille, il y avait aussi des difficultés. Bon, il y avait ma mère d'un côté qui était relativement abusive. Je pense que je peux utiliser le terme. Et de l'autre, il y avait mon frère aussi qui, lui, cherchait à me viriliser à un max parce que lui, par contre, il était très viril. C'était un bagarreur, c'était un mec un peu chaud qui dealait des trucs, qui se bagarrait tout le temps, qui, lui, était vraiment parti dans la petite délinquance pendant un moment et qui, lui, voulait vraiment il me protégeait. J'ai quand même été relativement protégé par sa réputation, parce que ça, c'est l'avantage quand on est un homme, c'est que la réputation des grands frères et tout joue un avantage pour pas trop se faire taper. Donc ça m'a évité énormément de soucis par rapport à d'autres de mes amis qui n'ont pas eu cette chance et qui, eux, se sont fait vraiment victimiser comme pas possible. Parce que mon frère, on le craignait un petit peu. Et c'est pour ça que lui me disait tout le temps, regarde, on me craint, et c'est comme ça qu'on survit, faut montrer. Faut montrer, quoi. Faut y aller, faut se défendre, faut se battre, quoi. Tu réagissais comment, toi, alors ? Moi, en fait, je veux pas me battre à la base. Enfin, je suis un peu en mode, moi, je suis un peu introverti et un peu tranquille. J'ai pas envie de faire tout ça. Et au début, j'ai vécu tout ça comme une immense lâcheté de ma part. Je me sentais très fragile, justement. C'est vrai, j'ai mis du temps avant de me dire, j'ai le droit d'être comme je suis. Et moi, je me sentais mal de me dire, quand on me proposait, par exemple, d'aller au feu rouge pour surveiller s'il y a des flics, et il y a un petit salaire avec ça en plus. Je voyais pas mal de mes potes le faire et je me disais. C'est vrai que, il me disait, go le faire, tu vas voir, c'est comme ça que t'apprends à... Sauf que moi, je voulais rentrer chez moi, jouer à des jeux vidéo, et j'avais peur. Et en fait, je me disais pas, ouais, je veux pas le faire parce que c'est pas bien. Je me disais, je veux pas le faire parce que j'ai peur. Et comme je savais que j'avais peur, je me disais, je suis un lâche, je suis un fragile. Puis mon frère me le rappelait, etc. Bon, après, ça rassurait aussi ma mère, paradoxalement, parce que du coup, je restais plus souvent dans ma chambre que je sortais réellement dehors faire des conneries. Et par rapport à mon frère, ça l'a vite rassuré. Mais il y avait quand même ce truc, voilà. Où, Ça l'empêchait pas de te bolosser parce que oui, t'étais tout à pas fait, assez... ouais. Ok. Tout à fait, ouais. Oui, la double peine, quoi, vraiment. Oui, c'est ça, ouais. Après, en plus, il y avait aussi la pression que mon frère avait fait plein de conneries, du coup, elle savait pas comment gérer. Et puis, son truc, c'était vraiment, c'était une personne qui avait une collection de martinets et qui s'est fait parce qu'elle a été éduquée comme ça, en fait. Elle a été éduquée, je vois mon grand-père, je le connais, c'est pareil, il est très, très... assez violent. Bon, il s'est un peu assagi maintenant, mais il est très très violent. Et puis on t'enferme dans la cave. Ma mère, elle a connu tous ces trucs. Puis elle a connu aussi la violence sexiste, les hommes qui la battent, machin. Donc elle a connu tout ça. Pour elle, c'est un peu... elle est dans un état d'esprit de survie. Il y a des gens qui sont dans cet état d'esprit. Et c'est pour ça aussi que je leur en veux pas forcément de s'être comporté comme ça. C'est un contexte. Et l'homophobie, c'est... Par exemple, moi, j'écoute beaucoup de rap. Et dans le rap, on dit souvent le rap c'est méga sexiste, c'est méga homophobe, etc. Déjà, il faut savoir de quoi on parle, parce qu'effectivement, quand c'est du rap de Yankee, comme on dit, c'est-à-dire du Nekfeu, du Orelsan, etc., c'est des mecs qui n'ont pas besoin de street cred pour survivre dans leur quartier. Donc forcément, qu'ils peuvent faire des chansons d'amour, et c'est génial. Moi, je trouve que ça ouvre des nouveaux horizons en rap. Et maintenant, t'as des gars comme PNL qui osent faire des chansons d'amour et des trucs comme ça, parce que justement, ça s'est diversifié. Mais à la base, les gars, ils rentrent chez eux dans leur cité quand ils ont fini... d'enregistrer leur album et s'ils tiennent pas des propos super hardcore, c'est pareil, ils vont se faire défoncer, quoi. Donc il y a un contexte qui fait qui globalise l'homophobie, qui globalise le truc, et puis il y a la résistance à la bourgeoisie, c'est-à-dire que la bourgeoisie souvent est plus efféminée, on les voit, c'est des gars qui viennent, ils sont comme ça dans des canapés, comme je le suis actuellement, qui sont genre
Ils ont avec les jambes joliment croisées. Les jambes croisées, détendues. ils parlent un petit peu plus finement, machin, ils sont maniérés, etc. Et du coup, comme il y a... Enfin, moi j'aime beaucoup ce que dit Édouard Louis sur le genre masculin, qui lui aussi a connu la vie prolétaire et la violence entre prolétaires et l'homophobie prolétaire, et qui est revenu dessus dans son deuxième livre en disant « Mon père qui était un beauf homophobe », c'est ce qu'il dit plus ou moins dans le premier, et qui dit « En fait, c'est normal, parce qu'ils ont que le corps, en fait, ils ont que ça. » Tout le reste, ils l'ont pas, quoi. Et le corps est cassé par le travail, le corps est fatigué, et du coup, c'est forcément hyper sexiste, puisque tu te genres un max pour... c'est une des rares choses qui te restent, en fait. Et c'est une forme de résistance à la bourgeoisie, et c'est pour ça que ça m'étonne pas qu'on me traite de bobo maintenant, parce que c'est... je me dis, c'est logique, ils me voient, ils se disent, ouais, lui, il est efféminé, il parle bien, machin... Donc c'est forcément une petite bourgeoise, machin. Enfin, ils sont vraiment dans cette logique-là. Et je la comprends parce que moi-même, hein, j'avais vraiment beaucoup de relents et j'étais très énervé quand j'étais jeune contre les mecs un peu efféminés, etc. Alors que moi-même, je l'étais. Enfin, c'est des paradoxes. C'est très compliqué de s'en lancer de la construction, quoi. Pour moi, c'est vraiment la domination et t'es à la fois victime et en même temps oppresseur. Enfin, t'es vraiment... tu subis les deux trucs, quoi. Et comment t'as fait pour déconstruire qu'est-ce qui fait que t'es devenu l'homme que tu es aujourd'hui, alors que ton milieu de naissance t'a pas prédisposé à pouvoir être qui tu es? Alors, plusieurs choses, déjà beaucoup de temps, et je pense que je suis loin encore d'être totalement déconstruit, enfin, si seulement c'est seulement possible. Je pense pas que ça le soit, mais déjà il y a du temps. Mais après aussi, c'est parce que j'ai eu une chance, c'est que mon père est arrivé en retraite, et il a voulu se barrer dans le sud, là où lui il vient du Gard, etc. Et du coup on a fini par trouver un endroit qui convenait un peu à tout le monde, et on s'est retrouvé à Agde, et là je me suis retrouvé dans un lycée normal. C'est-à-dire j'avais fait une seconde vraiment où on n'était pas noté, où c'était vraiment les trucs de tests expérimentaux où t'es 35 et on te note sur ta tenue, sur ton... Enfin, t'as plus de notes, quoi. C'est genre j'avais testé ce genre d'école et je me suis retrouvé là dans un vrai lycée. Bon, du coup, je me suis complètement planté. La première que j'ai fait là-bas, j'ai eu des notes catastrophiques parce que moi j'avais un recul, j'avais un niveau absolument inexistant à côté des autres élèves. Mais je me suis retrouvé dans un contexte beaucoup plus safe, quoi. Et déjà, ça m'a, je pense, un petit peu aidé. Ensuite, il y a Internet. Grâce à Internet, j'ai quand même appris beaucoup de trucs. J'ai commencé à vraiment m'intéresser à la philosophie. Et j'ai d'abord déconstruit plein de trucs au niveau philosophique, existentiel et tout, avant de m'intéresser réellement au genre. Et après, ça aussi, c'est les amours, c'est le machin. Mais je pense que globalement, j'étais quand même... Enfin, moi, je me souvenais, quand j'étais plus jeune, quand je voyais vraiment des meufs prendre méga cher et tout, je me disais, putain, les pauvres, elles prennent vraiment beaucoup plus cher, quoi. J'ai toujours eu ce truc qui m'a, je pense, un petit peu amené vers des lectures féministes et des trucs comme ça, où je voyais bien ça. Et surtout que je voyais, des fois, je leur faisais du mal, quoi. Et que sans m'en rendre compte. Et après, je me disais, putain, mais je suis vraiment un teubé, quoi. Pourquoi je fais ça? En fait, c'est ce truc de dire, mais pourquoi j'ai fait du mal sans m'en rendre compte, quoi. Il y a un truc comme ça qui est très fort, et c'est là que tu te dis non mais je suis pas libre, je suis un peu dominé par des idées et des machins. Et même quand tu te crois, à chaque fois que je me suis cru plus malin, en mode ça y est là je suis déconstruit, à chaque fois je me suis fait niquer, et à chaque fois j'ai fait de la merde violemment, quoi. Tu parles, excuse-moi de revenir un peu en arrière, mais tu viens de mentionner ton père pour la première fois. Ouais. Tu t'en as pas du tout parlé dans l'histoire, justement. Tu parles de ta mère, tu parles de ton mon père, frère. pour le coup, il était c'est un gars vraiment safe, quoi. Je l'ai jamais entendu dire quoi que ce soit sur les femmes, je l'ai jamais entendu dire du mal de même qui que ce soit. Il fallait vraiment que quelqu'un soit vraiment, même s'il y avait une connasse, il allait peut-être dire un petit truc, mais ça allait être très gentil, quoi. Donc je l'ai jamais entendu dire du mal de quoi que ce soit. Lui, il a toujours été clean avec moi, il a jamais rien fait. Donc c'est pour ça aussi que j'arrive encore quand même malgré tout à garder une vision un peu positive de la masculinité. Je sais que c'est pas le cas des gens dont leur père le battait ou battait leur mère ou machin. Là, c'est beaucoup plus difficile et je comprends parfaitement pourquoi. Et moi, mon père, c'était plutôt ma mère qui frappait mon père. C'est presque c'est le paradoxe du truc. J'ai vraiment vécu ça et je suis pas le seul. Je sais que dans beaucoup de familles d'ouvriers de machin, ça c'est souvent le cas aussi, quoi, où il y a des violences comme ça qui sont un peu, mais parce que mon père comprenait pourquoi ma mère agissait comme ça. Et j'ai vu ce truc chez lui assez vite. Après, il était un peu comme beaucoup de papas ouvriers, un peu perdu dans l'humilité ouvrière et dans le travail et fatigué. Il était un peu absent, quoi. Et puis il se disait, c'est à ma mère de tout faire, c'est elle qui comprend mieux, parce que bon, non seulement c'est une femme, mais en plus ma mère travaillait à la DAS à la base, donc les enfants c'est elle qui m'a voulu. Mon père m'a expliqué tout ça beaucoup plus tard quand on en a rediscuté, mais il m'a expliqué un peu que il s'est dit c'est elle qui voulait vraiment avoir un enfant, moi je sais pas trop comment faire, et il avait peur
de mal m'influencer. Et je lui ai dit, justement, tu m'as assez influencé positivement sur pas mal de trucs, quoi. Et ça, je suis content d'avoir eu un père, pour le coup, qui est pas grossier, qui est pas sexiste. J'ai jamais entendu dire vraiment des saloperies. Et il vivait comment, justement, le parcours de ton frangin un peu plus compliqué? Alors, mon frère, on n'a pas le même père, par contre. Ok, d'accord. Voilà, parce que lui, son père l'a abandonné très très jeune et s'est barré vivre au Maroc, je crois. Reconstruire une autre famille là-bas. Du coup, ça, c'est un des grands drames dans la vie de mon frère. Mais par contre, c'est mon père qui l'a élevé à partir de l'âge de 5 ans. Et justement, ma mère, elle avait tendance à sortir avec des mecs qui craignaient comme pas possible, parce qu'elle était un peu junkie, un peu motarde, un peu machin. Et elle traînait avec beaucoup de mecs qui craignaient à crever la dalle, parce que faut éduquer dans la banlieue, dans la cité, faut éduquer un enfant seul, un enfant en difficulté qui a pas son père, et elle s'est sacrifiée, elle bouffait pas pour le nourrir et plein de trucs comme ça. Elle a vraiment connu, moi j'ai pas connu une telle précarité comme ça, parce que j'avais mon père, et mon père est arrivé et justement il a mis beaucoup d'ordre, je pense, dans cette famille. Il a un peu réussi à consolider, à machin, il les a fait vivre pendant un moment avec son salaire, à bien les aider, etc. Et puis après je suis arrivé et ça s'est plutôt bien passé pendant un temps. Le problème, c'est qu'ensuite, ça c'est la vie, mais ma mère a eu un cancer et là, ça l'a rendue assez handicapée. Et là, on est retombé dans une forme de précarité assez extrême à nouveau. Mais c'est les événements de la vie, ça c'est les petits trucs qui font que ça fout un peu la merde. Et puis mon frère, après, lui, il est allé dans la délinquance et dans des trucs comme ça. Et ça a été ça a été beaucoup de friction. Moi, je me souviens, à partir de, je sais pas, mes 11-12 ans, un truc comme ça, c'est là où ma mère a commencé à être vraiment abusive de manière vraiment injuste avec moi. Parce que quand mon frère était là et qu'il y avait des problèmes avec lui, il y en avait toujours. Il faut savoir, mon frère, par exemple, a fait de la prison. Donc, ils ne me l'ont pas dit au début, mais je l'avais deviné, et puis mon frère me l'avait sous-entendu. Et ça a créé des névroses. Déjà des névroses en moi, c'est énorme, mais des névroses dans toute ma famille, parce que c'est ça le problème de la prison, c'est que il n'y a pas que celui qui prend la peine, il y a aussi tous ses proches qui sont un peu traumatisés de ce qui arrive. Et tout ça a foutu la merde. En plus, comme mon frère a fait de la délinquance, a fait du machin, il est devenu SDF, il y a eu plein d'événements qui font que plusieurs fois il s'est retrouvé à revenir dormir chez nous. Et ça créait des conflits où il se battait avec ma mère ou machin, etc. Donc mon père, des fois, ça m'est déjà vu arriver de le voir l'éjecter en mode reviens plus jamais ici. Et quand il y avait des périodes où on ne parle plus de lui parce que c'est le centre des problèmes. Et là, je prenais tout dans la gueule. Genre j'ai pas mon bol le matin, je prenais tout dans la gueule. Et je savais que c'était lié à mon frère, donc ça a commencé un peu à m'énerver, à me dire et à m'amener vers la crise d'adolescence où là, j'ai commencé à péter un câble en me disant vas-y, c'est bon, j'ai rien fait. Ça, c'est l'adolescence, je pense. Mais t'avais raison, tu vois, je pense que t'as des crises d'ado où t'es vénère un peu. Peut-être que t'es pas complètement pertinent d'être vénère là-dessus, mais là c'était clairement pas juste en fait de te faire payer pour ton frère, donc je comprends que... Ouais, mais après je comprends aussi, il y a une telle pression, il y a un tel bordel, et puis je pense qu'il y avait la peur que je finisse pareil, parce que je commençais à avoir des notes de merde, je commençais à être un gros cancre, je séchais pas mal les cours. Vous avez combien d'années de différence avec ton frangin? Je sais pas l'âge qu'il a, parce qu'on s'est pas vu depuis 10 ans. Okay. Mais il doit avoir, je sais pas, 35, on doit avoir 10, un peu plus de 10 ans même de différence. Puisque moi, c'était un autre père, du coup, donc c'était bien avant moi. T'as jamais raconté, alors peut-être que je me trompe, mais je t'ai jamais entendu raconter cette histoire-là? Non. Qui permet de prendre une certaine distance par rapport à tout le contenu que t'as créé? Pourquoi à la base, je voulais vraiment pas parler de ça, et je pense qu'aussi quand j'ai commencé Doxa, j'avais justement très peur qu'on me voit comme un mec de banlieue. C'est le paradoxe, parce que j'avais vraiment très très peur de ça, où je me disais les profs vont me tomber dessus. Les profs me sont toujours tombés dessus dans ma vie, ils m'ont toujours traité de cancre, d'incapable, de mec complètement con. Donc forcément, j'avais un peu cette appréhension, et je me disais, c'est pour ça que je dis dans un des poèmes à la fin de la partie bobo, je dis pardonnez-moi, j'ai dû me cacher dans un bourgeois, mais une chemise coiffe-toi et le regard des profs se corrigera. Et ça pour moi c'est ce que j'ai vécu à partir du moment où j'ai commencé à mettre des pantalons et à suivre la tenue correcte exigée qu'on nous forçait à avoir en seconde. J'ai vu que ça me donnait des bons points, quoi. Que là les profs ils m'ont respecté un peu plus, qu'ils me prenaient moins pour un con, et puis j'avais aussi l'avantage d'être blanc, ce qui fait que du coup je pouvais passer discretos et mon passif se lie pas sur moi quand on me voit. Du coup, je me suis dit, je vais en profiter pour justement pouvoir aussi convaincre les profs de philo, et j'avais vachement peur de la légitimité bourgeoise, et c'était des trucs. Et en même temps, je voulais me construire aussi dans un truc complètement radicalement différent. Et là, j'estime que j'en suis revenu, quoi. J'en suis revenu et je me dis, non, mais c'est bon, je peux parler de mon passé. Au contraire, j'ai l'impression que ça légitime encore plus ce que je fais.
maintenant, alors qu'à la base j'avais peur que ça délégitime ce que je fais en fait, et qu'on me dise mais t'es un incapable, qu'est-ce que tu viens parler de philosophie toi, retourne lire des mangas et laisse-nous tranquille, tu vois. Je sais pas si ça le légitime, mais en tout cas ça donne un éclairage, je pense. Oui, carrément. Et je pense que ça, en fait, ça dépend vraiment auprès de qui. Effectivement, probablement que si tu mets une chemise et un pantalon, tu vas être plus crédible auprès des profs. Mais du coup, il y a une partie de ton public qui t'a pris pour un bobo qui connaît pas la vraie vie, entre guillemets, et qui vient donner des leçons alors qu'il est né avec une cuillère bio dans la bouche, tu vois. Ouais. Donc, Ça me blesse, c'est pour ça que les insultes bobo me blessent particulièrement, et que je les comprends. Parce que quand j'étais jeune, et que pour moi, les intellos, je détestais les intellos, déjà parce que c'était les faillots en classe et ils m'énervaient de ouf. Et moi, j'étais dans la logique cancre, dans la logique fond de la classe, à parler absolument tout le temps avec un gars à côté de moi. Donc forcément, déjà, je les aimais pas pour ça. Mais en plus, surtout, c'était quand on allait, avec mon père, ma famille, on mangeait. Et on regardait genre le Grand Journal ou des trucs comme ça, des émissions un peu comme ça qu'il y avait le 20h ou quoi. Et c'était le mépris de classe constant de l'élite médiatique en fait. Et je me rappelle des mecs, des Jean-Michel Apathy, qui sont là à dire que les ouvriers c'est des feignants ou des trucs comme ça. Et moi, je voyais mon père qui galérait à nous payer un steak, quoi. Et je le voyais qui était blessé, mais qui disait rien. Et moi, ça m'a enragé. Et je pense que ma rage contre les médias et tout, c'est pour ça aussi que j'ai fait Doxa, elle vient de là, par contre. Elle vient vraiment de là. Donc, je comprends, en fait, parce que maintenant, je suis là à citer Spinoza aussi. Mais après, mon but, c'est justement de dire non, mais je suis pas là pour faire le piège de la dissertation ou de l'intelligence un peu superficielle. C'est quand je me suis mis à l'ère de la philo que j'ai compris que c'était vraiment des enculés. Je me permets le terme, mais c'est là où je l'ai vraiment compris, parce que j'ai vu qu'ils avaient aucun niveau en fait, et qu'ils sortaient des concepts et des trucs, mais ils comprenaient rien à ce qu'ils racontaient, et ils disent constamment des conneries en fait. C'est là que tu vois que c'est des éditorialistes et qu'on les invite, et on les invite pas pour rien, c'est parce qu'ils servent un certain discours qui arrange bien les médias et qui arrange bien les candidats qu'ils ont envie de faire passer. Du coup, j'ai commencé à me dire donc j'ai peut-être un peu de légitimité à faire de la philosophie, parce que moi je travaillais vraiment, je lisais vraiment les trucs et j'essayais vraiment de me renseigner et de pas dire de conneries. Et je pense que ça c'est l'avantage de l'humilité que tu as un peu quand tu dis que tu es un cancre. L'humilité du cancre, à mon avis, l'avantage il est là, c'est que du coup tu as vraiment tellement peur de te faire taper dessus par le prof que par les gens, ou de dire une connerie ou de être méprisant ou de subir les violences symboliques que toi-même t'as subies. Mais après la violence symbolique, tu dis Spinoza, il y a de la violence symbolique. Et j'aimerais casser ça, c'est le projet global de ma chaîne. Après moi je suis jeune encore, il faut que je trouve comment vulgariser et comment... Pour moi c'est pas aux gens de venir s'adapter à la philosophie, c'est à moi de m'adapter à eux et à comment il faut en parler, quoi. C'est plus dans cette logique-là que je suis, quoi. Tu penses qu'à 14 ans t'aurais bien aimé ta chaîne ? Ouais, je pense que c'est ce que je me dis des fois, quoi. À 14 ans, peut-être pas. À 14 ans, on m'aurait dit que j'aurais fini en philo, mais non, mais la blague, quoi. C'était juste impossible et impensable pour moi, quoi. Tu te voyais comment, plutôt ? Oh, je sais pas, moi je me voyais en prison, en fait, mais ça doit être lié à mon frère, où je me disais, de toute façon, je vais tourner mal, tout le monde tourne mal ici, où je vais finir en voie de garage... où je me voyais aussi mort, puisque je pensais beaucoup au suicide déjà très très jeune, quoi. Donc je me disais j'ai pas d'avenir. J'avais vraiment un truc, j'ai pas d'avenir, il va rien se passer. Bien sûr, je rêvais comme tout le monde d'être un artiste ou d'avoir une vie ou machin, comme tout le monde, quoi. Mais je voyais bien que il y a la réalité. La réalité quand t'es en bas, c'est que tout le monde sait que c'est mort, quoi. C'est vraiment, et c'est pour ça quand j'ai vu YouTube et je me suis dit putain là on peut y aller sans être personne. C'était ma seule porte d'entrée, en fait. C'était la seule porte d'entrée que je pouvais avoir, quoi. Et c'est ça qui m'a motivé. Et je me rappelle une fois avec Usu, on avait fait une conférence à Sciences Po. Et donc forcément, Sciences Po, là, on avait un parterre de jeunes qui voulaient devenir journalistes, qui faisaient des études, qui avaient les moyens de les faire, qui avaient souvent un climat familial un peu aisé, etc. Et ils nous disaient comment vous avez fait pour trouver le courage de venir sur YouTube ? Et je me rappelle, on était là, c'est de la lâcheté en fait, parce que nous on n'avait rien d'autre, hein. C'était soit ça, soit continuer les métiers de merde. Moi j'étais caissier, c'était soit ça, soit la caisse. Bon forcément ça fait bosser, quoi. Alors que quand on est là et qu'on se dit bon, je peux faire pigiste pendant un temps pour un peu payer mon machin et puis peut-être lancer une chaîne, forcément on a un peu moins de temps, on est un peu plus occupé par ses études et machin. Moi les études j'y croyais pas du tout. Tu viens d'évoquer le fait que tu as eu des idées suicidaires et t'en parles aussi dans ta vidéo. Tu parles de tous ces gens qui te conseille gentiment, n'est-ce pas, de te suicider.
Et c'est un sujet dont on parle un peu dans The Boys Club, mais pas beaucoup, c'est la santé mentale des mecs qui c'est plus compliqué pour un mec qui a des problèmes de santé mentale de chercher de l'aide parce que la virilité fait qu'il faut pas en chercher. Globalement, la santé, en fait. Moi, j'ai une amie qui est en train de travailler en ce moment, elle fait un doctorat sur ça, sur la santé, et en fait, elle me disait au début, elle est partie un peu, elle me disait je suis partie en mode féminazie, en mode je vais démontrer que les hommes détiennent le truc, et en fait, elle me dit, et c'est ouf, quoi, j'ai l'impression d'écrire un truc masculiniste, tellement, en fait, c'est les hommes, pour elle, presque, elle me disait, c'est un truc qu'elle essaye de défendre, et ça va être plus nuancé que ça, mais elle me disait, ça explique peut-être pourquoi les hommes meurent plus vite, parce qu'il y a aucune ils considèrent pas leur santé, c'est souvent leurs femmes qui vont à leur place pour parler aux médecins, elle voit tout ça dans ses entretiens, dans des trucs, et que forcément dans les magazines féminins on parle beaucoup de santé, alors des fois c'est pour des trucs de régime et des trucs absolument sexistes et épouvantables, mais on parle de santé, on parle de bien-être, de faire attention à soi, etc., alors que les hommes, il n'y a pas ce discours-là. Et sur la santé mentale, comme en plus faut pas pleurer, faut pas être infragile, la dissonance, je pense, est encore plus forte, quoi. Et comment t'as vécu ça, toi, le fait d'avoir des problèmes de santé mentale et d'être peut-être un peu isolé là-dedans? Est-ce que t'as réussi à trouver du soutien, que ce soit sur Internet peut-être ou dans la vraie vie? C'est toujours compliqué encore aujourd'hui, je pense. Globalement, là ça va, je commence à trouver, là je suis en parcours avec le CRA, donc pour peut-être un diagnostic d'autisme, mais c'est très long, ça met 2 à 3 ans, et puis c'est normal d'avoir le diagnostic entre 28 et 32 ans, c'est la moyenne, pour ceux qui n'ont pas été diagnostiqués quand ils étaient enfants. J'ai aussi un petit suivi psychiatrique par rapport à la dépression que j'ai eue, mais en général, la plupart des psys que je voyais, je changeais, notamment parce qu'ils ont du mépris de classe, en fait. Moi, je me rappelle, au CMP d'Agde, j'étais arrivé, il m'a demandé mes notes, parce que j'allais plus trop en cours et tout, et puis j'avais fait une tentative de suicide, donc mes parents, ils m'y avaient amené, et le mec me dit, oh, c'est pas sérieux tout ça, quoi. Donc forcément, j'ai jamais envie de le revoir, quoi. Il est là, ouais, vous êtes un peu feignant, faut bosser, ça ira mieux. Enfin voilà, il y a une vraie violence, et ça je pense, il y a sûrement des gens qui pourront le dire dans les commentaires, mais des gens qui ont eu des parcours psy, avoir plein de psys différents, il y a une vraie violence, il y a plein de gens qui comprennent pas, qui diagnostiquent des trucs super différents, qui diagnostiquent à la première séance, plein de trucs qui sont, je trouve, très très dangereux, et quand t'as pas les moyens, et qu'en plus tu vas dans les trucs un peu pourris, et que tu peux pas aller voir le super psychologue qui coûte 60 € la séance, et tout le monde dit qu'il est génial, mais toi tu peux pas aller le voir, forcément ça aide pas à se reconstruire, et puis quand on est jeune, moi j'y pensais même pas, je savais même pas que j'étais troublé, pour moi c'était normal, en fait le trouble c'était normal pendant très longtemps pour moi, et je me suis rendu compte que c'était pas normal avec la première copine que j'ai eue, puisque elle, en fait, c'est en allant chez elle, j'allais chez elle de certains week-ends, et là j'avais 14 ans, et du coup sa mère était déjà beaucoup plus, j'ai pas envie de dire ouverte d'esprit parce que ça serait insulter mes parents, mais elle était beaucoup plus à l'aise avec elle était un peu plus elle faisait attention à être une bonne mère et machin, et c'est là que j'ai vu pour la première fois, déjà elle est venue me parler parce qu'elle était infirmière aussi, elle est venue me parler pour me dire ce que fait ta mère c'est pas normal, parce que ma petite amie de l'époque avait expliqué à sa mère ce qui se passait chez moi, les violences habituelles qui se passaient chez moi, donc elle était venue m'expliquer que c'est pas normal. C'est la première fois que j'ai entendu ce discours, et ça a mis des idées dans ma tête, ça met des petites graines de se rendre compte de ça. Et ensuite, c'est surtout ce qui m'a choqué, c'était elle s'engueulait, je veux dire, c'était une mère avec 3 filles. Je vous laisse imaginer à quel point ça peut être compliqué. Mais elle s'engueulait, elle se criait dessus, elle pleurait, elle hurlait sur la gueule, elle s'insultait de tous les noms. Mais après, 5 minutes après, ça venait toquer, si c'est pas l'une, c'est l'autre, ça venait toquer en mode « excuse-moi ». Et ça, ce « excuse-moi », c'est la première fois que je voyais ça. Et j'ai mis du temps, moi aussi, à apprendre à dire « excuse-moi » quand je fais une connerie ou des trucs, parce que c'est normal de s'énerver, c'est normal de machin, parce qu'il fallait pas s'excuser, quoi. C'est toujours un peu ta faute, ou c'est toujours... il y a une espèce de truc honorifique comme ça qui était dans ma famille et qui était aussi dans mon milieu social, où tu t'excuses pas. T'as fait une connerie, t'assumes. Mais du coup, faut pas s'excuser, faut pas discuter. Et là, j'ai vu tout ça, et j'ai vu à quel point ça rendait leur relation beaucoup plus saine que les miennes, et je me suis dit, il va falloir que j'essaye de m'orienter vers des relations comme ça, mais on choisit pas pendant un moment ses amis, on les choisit difficilement et tout, donc... Et puis, j'avais pas conscience d'être autant malade, en fait. J'avais pas conscience je me disais, je comprenais que j'étais un peu dépressif quand même, parce qu'on me le disait, mais je le refusais un peu et j'avais pas forcément conscience de ça. Et en plus, j'ai fait des conneries aussi parce que
On m'a pas donné les bons traitements. En fait, moi, il semblerait que je sois assez bipolaire de type 2. Et quand j'ai pris des antidépresseurs, quand j'avais entre 17 et 18 ans, j'ai fait une très très grosse dépression, la plus violente, je pense, peut-être de ma vie. Et on m'a foutu sous antidépresseurs. Et en fait, c'est pas bon pour un bipolaire. Et du coup, ça m'a rendu à moitié fou. Je devenais fou, j'avais vraiment des crises de manie. Ces trucs où tu te réveilles, tu sais pas où t'es parce que t'es à poil, enfin des trucs comme ça que j'ai vécu qui sont très très violents et que peut-être certaines personnes ont vécu aussi qui écoutent ce podcast et qui sont très très violents parce que ça te fait complètement j'aime bien dire le mot déréaliser, mais ça te fait déréaliser le fait qu'en fait on est un peu libre, on fait ce qu'on veut, tu te rends compte que là il y a du trouble mental et que ça va beaucoup plus loin que ce que tu pensais, mais du coup tu te penses fou quoi, pendant un moment c'est toujours culpabilisant pendant un temps quoi. Et tout ça, c'est lourd à porter au bout d'un moment, et c'est pour ça que moi, c'est la philosophie qui m'a aidé sur ces questions-là, sur la question du sens de la vie, de l'absurde, de la souffrance, de la faiblesse. Si je cite beaucoup Nietzsche, c'est aussi un peu pour emmerder ceux qui me traitent de fragile, parce que si tu veux lire un auteur qui parle vraiment de la force et de la faiblesse, il faut lire Nietzsche, parce que lui, il parle vraiment de ça. Et justement, il dit que les vraies forces, c'est ceux qui font de leur faiblesse des vraies volontés de puissance, une vraie envie de vivre, un vrai élan vital, et ceux qui se prennent pour des oufs parce que ils ont un peu par exemple de force physique et ils s'amusent du coup à l'utiliser, c'est des faibles. C'est des faibles à partir du moment où ils utilisent un truc qui est facile pour eux. Et en fait, la vraie force, c'est de faire un truc qui est difficile pour toi. Et par exemple, il utilise des fois des exemples en mode, je sais pas si t'as un handicap dans la vie, mais que t'arrives quand même à faire autre chose, genre c'est pas parce que par exemple je sais pas t'es bloqué, genre tu peux pas utiliser tes jambes que tu peux pas écrire de poésie, et du coup tu fais de la poésie et tu te démontes en poésie et tu deviens meilleur que les autres. Et il y a cette idée là dans Nietzsche qui moi m'a beaucoup inspiré pour justement me dire je vais essayer de trouver ma voie là-dedans et de trouver comment construire un peu de force mentale parce que c'est ça aussi le but, c'est de trouver une stabilité, une sérénité et de la force aussi. Et ça, moi, la force, j'y crois aussi quand même pas mal, et j'ai envie, mais pas celle qu'on entend, enfin pas celle qu'ils entendent eux, en tout cas, ça c'est sûr. Pas faire des pompes, quoi. Ouais, après, faire des pompes, il y a des gens qui s'éclatent dans le sport, et moi je trouve ça c'est un truc, j'ai vu pas mal de gens dire arrête de dire du mal du sport, mais moi je suis pas du tout contre le sport, et je trouve que la musculation, qui était un sport à la base un peu niche, de mecs qui ont des vies méga ascétiques, quand ils réfléchissent, parce que ils sont là à se dépasser, c'est un truc où tu dois avoir une alimentation de youtubeuse beauté, non mais vraiment ils sont là, c'est ce qui me fait rire d'ailleurs quand je regarde des vlogs, j'en ai regardé pas mal des vlogs de mecs go muscu, c'est exactement la même chose que les youtubeuses beauté en fait, genre ils sont là et c'est le même travail, c'est la même charge de travail et c'est le même effort, mais ils sont là le matin, alors j'ai mis de la banane bio dans mon muesli et ils sont là avec un débardeur à moitié à poil, où est la différence en fait, presque. Et moi ça me fait rire parce qu'après ils sont en mode, ils font un peu les mecs en mode. Mais c'est pas gay, attention. C'est ça, c'est voilà, très important. C'est ça, c'est absolument jamais. pas gay. C'est jamais gay. C'est no homo, tu vois. C'est pour la beauté des muscles, Fabrice. Mais il y a quand même un truc qui est, à la base, qui est un peu digne, quoi, qui est un peu. Et souvent, les gars qui font ça, c'est des gars adorables, ultra gentils. C'est comme les boxeurs et plein de trucs. Souvent, ils se défoulent dans le sport. Ils disent, moi, il y a une violence en moi, je l'explique pas. Et dans mon sport, je le fais. Du coup, quand je rentre chez moi, je peux m'occuper de mes enfants, être adorable. Donc, c'est ça, moi, que je trouve vraiment inspirant dans ces parcours-là. Et là, justement, pour moi, c'est des mecs, qui sont là, ouais, moi, je vais à la muscu pour être plus fort que tout le monde. Ou genre, parce que c'est la survie dehors. Mais c'est pas parce que t'as des muscles, tu te fais tirer dessus. La balle traverse quand même, quoi. Donc, tu te vas dans une forêt survivre. T'as beau être musclé, entraîné au Krav Maga et à la boxe, machin. Tu tombes juste parce que tu t'es pris une branche dans les pieds et tu te casses, tu te fais une entorse, t'as besoin des hôpitaux, donc tu vas avoir besoin des autistes fragiles qui sont médecins. Et c'est toute l'ironie que je trouve. Pour moi, c'est des mecs qui sont là à parler de ça, mais ils ont rien compris à ce que. Ils citent Darwin, mais ils ont rien compris au message de Darwin, ils ont rien compris à la biologie, ils ont rien compris à l'évolution. Et si tu regardes vraiment ce que disent les évolutionnistes, ils disent que ce qui a fait que l'humain s'en sort, c'est la collaboration. Et on est des êtres de collaboration, des êtres sociaux, quoi. Parce que d'ailleurs, on est totalement dépendants. On est des enfants qui mettons beaucoup de temps à devenir indépendants pendant très très longtemps. On peut pas, quoi. Un bébé, on est obligé de s'en occuper. C'est ce qui explique, d'ailleurs, parce que les personnes qui ne s'occupaient pas de leur bébé, leur descendance a disparu. Et ceux qui ont construit les sociétés autour, leur descendance a survécu. C'est pour ça aussi que ça a sélectionné à ce niveau-là. Donc il y a une sélection, pour le coup, naturelle, comme ils disent. Ils adorent utiliser toujours l'argument de la nature dans tous les sens et n'importe comment.
Mais ça, moi, pour moi, je me dis putain. En plus, ils font un peu du mal à ce qu'est le sport et à tous ces gars qui travaillent vraiment dur depuis des années, qui sacrifient leur vie, pour une passion qu'ils aiment. Et tout ça pour ressembler à je sais pas, un film qu'ils ont vu, un mec qu'ils ont vu, ou pour réparer moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi, réparer je me sens pas assez homme, je me sens pas assez fier. C'est quand même marrant, souvent ils cachent leur visage. Ils osent à peine s'exposer, ils se montrent pas vraiment, ils cachent souvent leur nom, leur identité. Enfin, tu sens qu'il y a un truc qui est de l'ordre du complexe, quoi. Et moi, je le vois autour de mes amis, et il y en a plein qui font de la muscu. C'est souvent des gars qui, à la base, sont petits, sont un peu trapus. Donc, en plus, c'est facile. Plus t'es petit, plus c'est facile de prendre du muscle, parce que tes muscles sont courts, donc c'est plus facile d'avoir l'air un peu volumineux. Et tu sens qu'ils se reconstruisent là-dedans. Il y en a, c'est super pour eux. Hein. Ça les aide vraiment à reprendre confiance en eux. Et ça peut être un très bon moyen parmi d'autres. Mais en ce moment, j'ai l'impression que c'est le seul moyen, quoi. Et c'est ça que j'aime pas, c'est le discours comme quoi c'est le seul moyen de trouver de la force et de survivre à la dépression ou de survivre au mal-être intérieur ou au masculin, machin, c'est de faire des muscles, faire beaucoup de muscles, et puis comme ça tu vas avoir plein de meufs. Il y a toujours cette idée là, quoi. Et je suis là, non. Enfin, je sais pas, ça me paraît un peu plus compliqué que ça, quoi. Je sais plus quel invité, c'est peut-être un épisode qui est pas encore sorti. C'est pas encore sorti. Il nous avait dit en gros, toutes les vidéos de mecs qui font du sport et du fitness, c'est des vidéos qui disent comment niquer des meufs, mais qui le disent jamais, tu vois. Mais en gros, toute l'idée, c'est beaucoup, ça. Ouais. C'est souvent pas. Tu vas être mieux avec toi-même, tu vas être mieux dans la vie, tu vas. Il y en a quand même, il y en a qui le disent, c'est utilisé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Parce que c'est une demande de leur public, quoi. C'est aussi beaucoup des gars qui étaient pick-up artistes ou qui traînent dans des lores de pick-up artistes et de drague de rue et de machin, et qui se reconvertissent un petit peu là-dedans. Et donc souvent, parce que souvent, eux, ils en parlent en disant. Ouais, moi avant, je baisais rien, et puis j'ai fait plein de muscles, et maintenant je me tape plein de meufs. Et t'es là. J'utilise vraiment ce terme, j'ai fait des muscles, ou c'est toi qui. Ouais, non, je dis ça comme ça. Je trouve que c'est marrant, j'ai fait des muscles. Ouais, j'aime bien le je baisais rien. Rien. Ouais, non, mais il y en a vraiment qui l'assument dans leur discours en mode vous allez voir, ça va vous. Maintenant, les 9 sur 10 vont vous calculer, ils ont toujours cette. Putain. C'est ce truc assez incroyable. Mais après, en plus, ces gars-là, des fois, tu sais qu'ils savent que c'est pas vrai, en plus. Mais ils font exprès de jouer avec ça parce que ça leur permet de tenir leurs audiences, tout simplement. Il y a aussi de la logique financière, il y a beaucoup de logique commerciale. Il faut vendre des programmes de muscu, il faut vendre des protéines. Il faut toujours vendre des trucs, souvent. Et c'est à ça, moi aussi, que je reconnais un peu leur malhonnêteté. C'est quand ils veulent vendre des trucs à partir de ça, quoi. Et là, ils se servent de la détresse émotionnelle de petits gars pour justement leur vendre des machins et les amener vers des trucs. Et je me demande ce que ça va donner, là, cette génération de mecs qui vont à la muscu, qui des fois prennent même de la testo à partir de 3 mois de muscu et qui sont qui exécutent mal les mouvements. C'est un sport très compliqué. Pour pas se blesser en musculation, c'est très très compliqué, quoi. Moi, j'ai fait un peu de fitness et des trucs comme ça. Enfin, c'est facile de se blesser parce que t'es un peu raide, tu t'exécutes mal ton mouvement, tu vas pas jusqu'au bout, tu mets une charge trop lourde parce que tu veux faire le cuck, justement. et du coup, tu mets une charge trop lourde et... Enfin, il y a tous ces trucs. Ces gars vont se péter, vont avoir des problèmes de dos, vont avoir des problèmes de machin assez vite et ils vont, à mon avis, certains vont se péter un peu le corps, quoi. Et dans quelques années, ils vont peut-être regretter certains trucs, quoi. Et c'est pour ça qu'il faudrait dire attention, ça reste un sport, c'est compliqué, c'est machin. Et a priori, ça s'apprend pas juste sur YouTube. C'est quand même mieux d'avoir, au moins au début, quelqu'un qui te regarde faire en vrai et qui te dit là oui, là non. Parce que bon, ton youtubeur préféré, il est pas avec toi à la salle. Après, il y a des très bonnes chaînes et des fois, en nutrition, ils disent des trucs impeccables. Il y a des gars qui bossent vraiment leur sujet et qui sont. Il y a différents. T'as l'air d'être au taquet sur. Ah, mais j'ai beaucoup regardé, je me suis beaucoup intéressé au milieu un peu viril. J'en regarde beaucoup en fait. Moi, j'aime bien quand ils disent toi, de toute façon, tu restes dans ton monde, tu regardes jamais. Et s'ils savaient à quel point je regarde absolument tout, de manière un peu, parfois même à un moment, j'étais un peu obsessionnel avec ça parce que je voulais vraiment comprendre en fait. Je voulais vraiment comprendre. Et c'est bien d'aller voir directement le discours de la personne qui se pense dans son espace, tranquille, avec toutes les personnes qui pensent un peu comme elle. C'est intéressant du coup de voir vraiment comment ils réfléchissent à des trucs, ils parlent de certains trucs. T'aurais pu faire un top 10 des youtubeurs go muscu et tout sur ta chaîne, ça aurait été trop cool. Tu les aurais. On te donne l'idée. Ouais, pourquoi pas. Non, mais je trouve ça intéressant, ça fait même réfléchir à sa propre virilité, à sa propre toxicité. Il y a plein de trucs très intéressants. Et il n'y a pas que des trucs qui sont super toxiques. Des fois, ils disent aussi prenez soin de vous, assumez-vous d'abord. Il y a des fois, bon, ça passe vite fait, mais des fois, de temps en temps, il y a des trucs comme ça, quoi. Donc.
Et Tout n'est pas acheté. au-delà des youtubeurs muscu, moi je m'interroge et c'est pour ça que j'ai suivi assidûment le procès des harceleurs de Nadia Adam, qui donc l'avait harcelé en ligne après une chronique sur le 18-25 de jeuxvideo.com. J'ai vraiment du mal, parce que je suis un bisounours dans l'âme, à comprendre à quel moment t'es devant ton ordi et tu fais, bon, dans son cas, un photomontage de la tête de quelqu'un sur une personne qui va se faire décapiter, et genre, à quel moment tu ne prends pas du recul sur ce que t'es en train de faire et enfin, est-ce que c'est un highlight de ta journée d'avoir fait ça? Je ne sais pas. Et en fait, j'arrive pas à piger d'où ça vient, qui est énormément de jeunes, notamment de jeunes mecs, puisque c'est pas des communautés où, en fait, être une femme, c'est pas hyper bien vu, ou alors il faut être une femme qui surjoue le jeu de moi je suis pas comme les autres meufs, c'est des bolosses, c'est des fragiles, et moi je suis comme vous, mais bon, tu seras jamais considéré pareil. J'aimerais bien comprendre d'où ça vient, cette communauté qui se bâtit sur on va chier sur des gens et se chier dessus entre nous, et qu'est-ce qui va en sortir de bon? Je sais pas, quelles sont les journées de ces gens-là. Qu'en penses-tu, Dany, en tant que victime? Bah, je pense que déjà, c'est banal, quoi. C'est juste, ils ont l'habitude que ce soit banal. Et ensuite, il y a aussi, je pense, de la souffrance, quoi. Il y a une forme de résistance. Ils sont dans des discours de dissidence, hein, ils le disent eux-mêmes, de résistance. Et ça, moi, je le comprends parce que je connais ces gars-là. Et moi-même, je l'ai été un peu sur Internet. Bon, j'étais pas dans le 15-18 et tout. J'étais plus à critiquer le 15-18. Déjà, hein, quand j'étais jeune. La dissidence, ça fait un moment, en fait. Ça fait 10 ans que je suis contre eux, quelque part. Mais genre, j'étais vraiment en mode... avec des gars, on était sur des forums et on était assez toxiques, quoi. Faut pas se mentir. Il y avait parce que logique de la virilité se retrouvait sur Internet aussi. Et du coup, fallait être l'alpha. Et d'autant plus quand t'es une victime dans ton lycée, dans ton collège, dans la vraie vie, t'es d'autant plus un bourreau sur Internet où tu veux montrer que t'as la plus grosse paire de couilles, et souvent c'est ce truc-là. Donc déjà, il y a de ça. Puis c'est des gars qui n'ont pas confiance en eux. Puis il y a eu le fait que ceux qui sont d'abord intéressés à Internet et qui ont produit de l'éducation populaire sur Internet, c'est de l'extrême droite. On peut pas enlever à Soral, au-delà de tous ses discours et tout, qu'il a apporté ça. Bon, parce qu'il s'est fait virer de la télé. Mais justement, la gauche, son problème, c'est que souvent, comme elle a le droit à des tribunes médiatiques, elle peut écrire un coup de gueule dans Libération, la gauche. Alors que l'extrême droite peut pas vraiment. Bah, c'est ce qui fait qu'ils sont allés plus vite investir les Internet, et ça a créé des sacrés dégâts. Et moi, j'ai créé aussi ma chaîne pour pouvoir proposer un discours de gauche en résistance à tous ces discours d'extrême droite qu'on trouve un peu partout en matière de politique sur Internet, qui sont pas toujours bien sourcés, qui sont souvent conspi, qui partent souvent en vrille. Mais il faut reconnaître ça a été ces trucs-là, et ça a planté des graines dans le 15-18 et dans le 18-25. Et puis voilà, c'était des forums extrêmement masculins, et plus c'est masculin, plus bah, du coup il y a les règles de la violence masculine. Quand je dis violence masculine, vraiment intermasculine, quoi. Alors, les hommes qui se font du mal entre eux, bah, plus la pression est forte, et plus ça va être du montage, du foutage de gueule. Ils ont tellement l'habitude de se le faire les uns contre les autres, Enfin, moi je me souviens au collège et au lycée, c'était pas la victime tout le temps, quoi. Un jour c'est lui la victime, le lendemain c'est toi. Enfin, il y a une espèce de jeu comme ça, et sur ces forums là tu le vois, ils sont tout le temps en train de s'insulter entre eux, c'est devenu normal. Donc ça m'étonne pas qu'à un moment ils perdent pied avec la réalité, et là ils se disent de toute façon c'est une femme journaliste bourgeoise, elle doit s'en foutre, elle doit être bien entourée, elle doit se faire du pognon, alors que moi je suis triste et malheureux dans mon coin. Et puis en plus, bon, j'imagine pour le montage avec Daesh, il y a aussi un propos islamophobe et raciste qui se rajoute à ça en mode les gauchistes, machin. Et du coup, ils ont fait ça, et je pense que ils se rendent pas compte, ils se rendent juste pas compte sur le moment de vraiment ce qu'il fait, et de la violence, en fait, la violence réelle de ce qu'il est en train de faire, et que la personne qui va voir ça derrière va juste être profondément choquée. Et à mon avis, c'est pour ça que c'est un peu banal, quoi. C'est la banalité du mal, hein. Ça me paraît c'est juste quand t'as l'habitude. Moi, c'est pareil, hein, quand t'as l'habitude d'entendre péder toute la journée, t'as l'habitude d'entendre des insultes toute la journée. Moi, j'ai un langage un peu plus grossier. Enfin, là, ça va, je me retiens, mais j'ai un langage un peu plus grossier que la moyenne, parce que ça me vient de ça, quoi. J'ai eu l'habitude d'entendre des insultes et de parler avec des insultes toute ma vie, en fait. Parce que c'est les milieux qui sont violents, et ça se passe comme ça, quoi. Comment t'as fait pour te sortir de cette merde après avoir subi tout ça? C'était quoi ton parcours par rapport au cyberharcèlement? Comment... Bonne question. Hein. Au début, j'ai très très mal. J'ai été isolé pendant 3 mois. Je me suis vraiment isolé chez moi, sans sortir de chez moi, sans rien faire, sans voir personne. Et puis globalement, beaucoup de gens minimisaient ce que je vivais quand même. Ça, je pense, c'est un truc assez classique en général. Quand tu vis un truc vraiment violent,
Et puis on me dit c'est un peu ta faute quoi. Au début, même des gens de mon public me disaient c'est un peu ta faute. T'as été le provoqué, t'as dit des conneries. Enfin, on me dit toujours Faut pas tu l'as s'étonner. cherché quoi. Faut pas s'étonner. Il y a un peu cette logique là. Et tu crois à ce discours en plus parce que tu culpabilises. Tu te dis et puis tout le monde te dit mais non mais c'est un personnage, il a pas d'idée de. Et toi, t'as essayé de défendre ça et t'es là, t'as plus envie d'en parler, et donc tu t'isoles. Et puis je me faisais reconnaître dans la rue, je me faisais emmerder un petit peu. Il y a différents trucs qui me sont arrivés où j'étais en mode bon, ça va trop loin, donc je devenais parano en fait. C'est pas ce qui est le pire, c'est pas de se faire reconnaître une fois et un peu agresser tous les. En réalité, ça arrive pas si souvent que ça. C'est juste ça rend complètement paranoïaque. Et tu vis avec une angoisse dès que tu sors de chez toi. Tu vois un groupe de jeunes, machin, tu te dis ah non, ils vont. Enfin, c'est juste ça qui est inconfortable. T'entends quelqu'un rire dans un magasin, tu vois 3 jeunes qui rigolent en te regardant, tu te demandes si c'est lié à ça. Souvent, c'est probablement pas le cas, mais c'est cette parano en fait qui fait mal. La paranoïa, c'est pas un truc qui est sympa à vivre. Du coup, je m'enfermais un peu chez moi. Et je me suis vraiment perdu en mode je vais jamais refaire ça, c'est de la merde. Sauf que le problème c'est que ça m'a ramené à ma condition d'avant, c'est-à-dire mec, t'as pas de thunes, t'as rien, c'est pas avec une licence de philo que tu vas faire quelque chose de ta vie. Et j'étais là, qu'est-ce que je peux faire, sachant que je commençais à prendre mon pied dans ce que je faisais depuis au moins un an là, avec On vaut mieux que ça et tout. J'étais assez satisfait de ce que je commençais à faire et à dire. Du coup, j'étais en mode, ça me fait chier d'arrêter pour ça. Et au début, je me disais, je vais revenir. Et puis, au bout d'un moment, je me suis un peu abandonné. Et j'ai commencé à me retourner vers mes proches. Puis, il y a Elvire qui est ici, qui est une personne qui m'a énormément aidé, qui est tout de suite venue me voir quand il y a eu des soucis. Et on a pu vraiment discuter de ça. Et c'est quelqu'un qui m'a vu dans des états émotionnels complètement différents en l'espace de ces 9 derniers mois. Et après, je me suis dit, c'est pas grave, je vais écrire. J'ai commencé à écrire un peu. D'abord, j'ai repris l'écriture. Je me suis dit, je vais écrire un peu de philo, un peu de trucs. Puis il y a le cannabis aussi. Je me suis mis à beaucoup consommer de cannabis. Et ça m'a beaucoup aidé. Parce que j'arrivais pas à trouver de solution avec les psychiatres, les trucs médicamenteux, les diagnostics, tous différents. Je me suis dit, bon, je vais essayer le cannabis. Et en fait, le cannabis me permettait de me sortir de certaines grosses crises d'angoisse. Mais après, c'est pas lié qu'au cyberharcèlement. Je veux dire, ces crises d'angoisse, ces insomnies, je les vis depuis que j'ai 5 ans. Donc, j'ai cette habitude de vivre avec ça. Mais là, elles étaient extrêmement violentes. C'est un des trucs qui me reproche. Et je suis un peu d'accord aussi avec ça. C'est vrai que j'étais pas le plus solide psychiquement. J'étais pas encore super bien dans ma tête. Et je me suis exposé à un truc quand même très dangereux. Et je me suis dit, ça va aller, c'est sur Internet. Et en fait, moi-même, je me suis moi-même fait avoir par un truc qui maintenant m'énerve quand les gens disent ça, parce que non, Internet, c'est le réel. Mais T'as qu'à couper Twitter, c'est facile. oui, voilà. Mais justement, je trouve ça horrible de dire ça, parce que genre, t'as pas le droit d'utiliser un site que tout le monde utilise. Genre, pourquoi j'aurais plus le droit d'aller sur Twitter, d'aller sur Twitter sans angoisse, d'aller sur Twitter pour me détendre, pour lire des trucs? Pourquoi j'aurais plus le droit d'utiliser mon compte Facebook? Pourquoi j'aurais plus le droit de faire des vidéos sur YouTube? Parce que je me suis fait insulter une fois, quoi. Genre, j'ai envie de continuer à avoir un internet normal comme n'importe quel être humain et d'aller sur les sites que j'ai envie d'aller, quoi. Alors Twitter, ce n'est pas l'internet normal, mais ça c'est mon avis personnel. C'est la mais bouche bien de sûr. l'enfer pour moi. Mais Bien sûr, je prends l'exemple, mais c'est juste ce que je veux y aller ou pas, que je vais avoir un compte ou pas, on devrait pas me dire je suis c'est d'accord. pas grave, tu supprimes ton compte, tu retournes dans la vraie vie. Sauf que moi, en plus, la vraie vie, je suis sur mon ordi depuis que j'en ai un, quoi. Oui, je donc suis c'est la vraie constamment vie, sur en fait. mon ordi parce que j'avais pas de thunes, rien à faire. Donc je suis resté très longtemps sur mon ordi, à m'isoler chez moi aussi, parce que forcément, quand on est un peu bizarre, un peu différent, un peu mal dans sa peau, on se fait pas facilement des amis, etc. Donc je restais beaucoup sur mon ordinateur à faire des trucs. Donc ça m'emmerde encore plus qu'on m'interdise l'usage d'Internet, parce que j'en ai limite plus besoin que la rue, quoi. Je préférais presque qu'on me dise tu vas à domicile avec un bracelet électronique. Je pense, ça a l'air horrible, hein, je veux absolument pas être insultant pour les gens qui vivent ça, mais je veux dire, je préférais presque qu'on me dise t'as plus le droit d'aller dehors que t'as plus le droit d'aller sur Internet, quoi, parce que mon utilisation est quotidienne, quoi. Et c'est dommage vraiment, c'est un truc qui m'a blessé aussi, c'est de plus ressentir de sérénité en allant sur le net et d'avoir peur de tout, quoi. Et en plus, quand t'es visé par l'extrême droite, tu dis mais il y a le moindre truc qu'on sort sur moi de vrai, de faux, de quelqu'un qui balance un jour une photo, une rumeur ou un truc, et toute l'extrême droite va se taper une barre avec ça, va le retweeter dans tous les sens, et tu dis mais je me suis condamné à vie, quoi. Tu te dis je me suis condamné à vie, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, et tu regrettes amèrement le discours que t'as eu, quoi. Et c'est ça qui est dur aussi, c'est de se dire j'ai fait une erreur, machin. Mais je pense que toutes ces réflexions, au bout d'un moment, je me suis dit c'est bon,
Je sais pas. Après, la vidéo, voilà, je l'ai écrit en mode. En fait, j'ai fait mon trade déjà. J'avais pété un câble parce que là, j'avais les huissiers au cul. En fait, je payais plus mon loyer puisque je me suis vraiment endetté avec cette histoire. J'ai dû m'endetter de 3 000 € environ. Bon, pour certains, c'est peut-être pas beaucoup, mais pour moi, c'était juste significatif parce que forcément, quand tu gagnes 300 balles avec une prime d'activité de 80 balles et que ton loyer il est de 450, déjà. Déjà, ça marche pas mathématiquement. Heureusement, j'avais les APL, mais il me restait 100 €, donc je payais plus mon loyer parce que c'est le seul moyen de tenir le truc. Et je me disais, je vais refaire une vidéo, je vais revenir, ou je vais trouver un boulot. J'avais pensé à faire chauffeur, livreur Uber Eats machin, mais après je me suis dit non, parce que si je livre quelqu'un qui me reconnaît, il va le dire sur internet. Donc en plus voilà, ça empêche aussi de faire des métiers. Pareil, si je deviens caissier après avoir mis ma tête sur YouTube, ça empêche même de revenir vers des métiers traditionnels parce que je revivrai encore ces gars qui viennent et qui te reconnaissent et qui machin. Du coup je me dis autant faire le métier qui va avec, quoi, si c'est pour avoir les désagréments. Et du coup ça me stressait énormément, quoi. Je sais pas comment dire, mais je me suis dit va falloir faire quelque chose, va falloir et là quand j'ai reçu la lettre de huissier en mode vous avez des frais de huissier, parce que j'avais déjà genre 2 500 € de dette et ils m'ont fait payer je ne sais combien de frais de huissier, genre en plus des centaines d'euros en plus, en mode il faut payer dans 8 jours. Moi j'étais en train de vendre toutes mes affaires, j'ai vendu ma caméra, j'avais vendu mon micro, j'ai vendu différents trucs que j'avais chez moi, là j'étais en train de vendre ma télé. Et j'étais en train de planifier pour vendre mon ordinateur et des trucs comme ça, donc j'étais en train de tout vendre chez moi pour pouvoir payer mes dettes. Mon père était en train de vendre sa voiture pour m'aider parce qu'il pouvait absolument rien faire. Donc c'était vraiment, je mettais tout le monde dans la merde, quoi. Je me mettais pas que moi dans la merde et j'étais vraiment en stress. Et je me suis dit de toute façon lancer un trade, j'étais terrifié, j'avais peur de tweeter, j'ai pas tweeté quasiment pendant un an, j'ai quasiment rien fait, peut-être un live ou deux ici à 3h du matin avec 50 personnes, quoi. Mais j'avais vraiment peur de tout ça et là je me suis dit vas-y, lâche-toi, essaye de l'écrire quand même, qu'il soit un peu politique, qu'il soit pas juste un trade de ouin je me plains. Et en fait j'ai reçu tellement de soutien, j'ai beaucoup de mes amis, en fait je le cachais, je cachais énormément ce que je vivais, ce que je traversais, parce que je voulais pas être un poids pour les autres aussi, et ce qui est une erreur, et ça c'est un truc typiquement masculin de se dire je vais m'en sortir seul. Je pense que c'est vraiment aussi une injonction masculine super forte. Ouais, je pense que c'est au croisement des injonctions masculines et de la honte des victimes de harcèlement aussi qui, tu vois, Marion, elle a mis aussi des années à en parler quand elle a été harcelée parce que sur le coup, alors déjà, tous les gens qui lui disaient t'as qu'à couper ton ordinateur et aller dans la vraie vie, donc ça c'est chiant. Et puis juste la honte de dire, surtout quand tu côtoies des gens qui connaissent pas trop internet, des gens peut-être plus âgés, ça, c'est impossible d'expliquer, d'essayer de leur expliquer, alors j'ai fait une vidéo et là les gens ils sont dans mes mentions et tout, puis il faut leur expliquer. Alors il y a les social justice warriors d'un côté, de l'autre côté il y a les mecs de l'alt-right, les gens sont là mais qu'est-ce que c'est que ces termes, ils comprennent rien, quoi. Genre, mais c'est normal puisqu'il y a plein de gens, ils s'intéressent pas du tout à ça et c'est normal, mais du coup ça isole encore plus et ça fragilise un maximum, quoi. Il y a Brené Brown qui a fait un TED très connu sur la vulnérabilité. Avant de faire ça, en fait, elle a travaillé sur la honte publique et notamment sur tout le travail autour de se faire harceler comme ça sur Internet et à quel point ça crée la une honte de dire je souffre à cause de ça, en fait. De justement, t'as pas envie de le montrer, quoi. Déjà que les mecs t'arrêtent pas de te traiter de fragile, t'as pas forcément envie de leur donner raison en leur disant ouais, j'avoue, j'ai pris une grosse claque dans la gueule avec ça, t'as pas forcément envie de leur dire, quoi. Mais là, j'avais craqué, j'ai tapé une crise d'angoisse monumentale et je me suis dit, écris un truc, et puis à la Jacques Taès, on verra bien ce qui arrive. Et je me suis enfermé chez moi, genre en plus, j'ai tout coupé mon ordi et tout, en mode je voulais tellement pas voir les notifications. Du coup, j'ai reçu mes amis paniqués chez moi en mode qu'est-ce qui t'arrive, parce qu'ils sont venus en mode 1 heure après et j'étais là putain, je suis désolé, je vous ai inquiété. En plus, je leur ai dit je vais écrire un truc, vous inquiétez pas. Mais ils sont forcément inquiétés, ils me voyaient en ligne nulle part et m'ont dit t'inquiète, c'est super cool, on est plusieurs amis en plus à vouloir te prêter de l'argent pour que tu puisses t'en sortir. Et j'ai eu des dons, j'ai reçu pas mal de dons, des gens qui sont allés, alors que j'ai rien demandé, ils sont allés sur ma page Tipeee, ils ont fait des dons. Et je me suis dit, il y a quand même du soutien, il y a quand même des gens qui kiffent ce que je fais. Il y a plein de gens qui m'ont dit tu m'as aidé à la philo, machin. Et je me suis dit, ouais, la vraie lâcheté, c'est d'arrêter, en fait. Mais pas la lâcheté par rapport à cette souffrance-là ou quoi, mais juste je me suis dit, il faut pas que j'abandonne ces gens je leur montre une défaite, quoi. Et je me disais, il va falloir essayer de transformer ça en victoire.
Mais après, je voulais revenir sur ma chaîne et je me disais comment revenir. Je suis un peu obligé de parler de ça et j'avais pas envie de faire un face-cam de 20 minutes ou un moins. Enfin, je trouve ça super nul de faire ça, donc j'avais pas envie. Je me suis dit, quitte à devoir parler du sujet, autant faire un truc vraiment artistique qui a une vraie gueule et un vrai propos et qui parle pas que de moi, qui parle vraiment de... Enfin, ça s'appelle Réponse à Internet, on dirait que je parle à des gens que j'essaye de convaincre et j'ai vu des gens me dire mais pourquoi tu leur parles à eux alors que nous on existe et c'est nous qui te regardons. Mais justement, je l'ai pas écrit pour eux, hein, cette vidéo, je l'ai vraiment écrit pour les gens qui me regardent. Je l'ai écrit pour moi aussi, mais c'est pour les gens qui me regardent et d'avoir un discours un peu universel. Puis tu parles aussi à tous les gens qui n'ont rien dit, à tous les gens qui t'ont pas soutenu, à tout ce fameux groupe silencieux qui dit rien et qui t'aime en plus, qui peut t'envoyer de l'amour, mais juste ils partent du principe que... Ouais, il y a plein de gens qui soutiennent pas assez et qui se rendent pas compte de la valeur que ça peut avoir. Mais j'ai l'impression que ça va se résorber parce que je le vois au succès de McFly et Carlito. Maintenant, les jeunes qui ont vraiment l'habitude d'utiliser Snapchat et tout, mais j'ai l'impression ils like tout, ils suivent à fond. Donc j'ai l'impression que c'est beaucoup plus... Et on dirait McFly et Carlito, ils sont dans une bulle de bonheur et d'amour permanente, parce que même s'ils reçoivent des critiques, c'est tellement noyé dans un amas de trucs. Alors ça m'inquiète aussi d'un côté, parce que je me dis, quand ils vont se mettre à haïr ces gens qui savent très bien utiliser les outils numériques, qu'est-ce que ça va donner politiquement? Donc c'est là où je me dis, va falloir passer des choses avant que tous ces gamins qui savent parfaitement utiliser Internet et mieux que nous, et qui savent plus souvent s'exprimer, s'ils savent s'exprimer pour une coupe de cheveux ou un truc, ils vont le faire pour leurs idées politiques, pour défendre leurs droits, ce qui est génial, ce qui, à mon avis, va changer beaucoup de choses. Mais ce qui est aussi un peu inquiétant, parce qu'il y a forcément des gens qui vont aller dans des directions qu'on n'a pas tous envie d'emprunter. Et c'est ça qui m'inquiète. Ouais, c'est sûr, mais pour moi, l'important, c'est juste de les inciter à s'exprimer, à venir dire, en fait, quand t'aimes, viens dire que t'aimes. Marion avait fait tout son TED autour de ça, justement. Venez dire quand vous aimez, c'est trop cool, parce que c'est pas juste en mettant un pouce qu'on se rend compte. Tout à fait, ouais. Et sur Mad, on voit qu'on a reçu vraiment beaucoup de messages spontanés. On en recevait déjà avant, mais alors beaucoup plus maintenant. Ouais. Depuis non, mais je pense que ça change un peu, et c'est grâce à ça. Mais ça c'est cool, hein. Il faut vraiment mettre en avant le fait qu'il faut dire à quelqu'un quand t'as apprécié, quoi. Mais même moi avant je le faisais pas, je retweetais des trucs qui m'énervaient et je likais pas des trucs que j'aimais. Ouais. Et en fait c'est l'inverse qu'il faut faire, quoi. Faut vraiment partager ce qui te plaît. En plus quand tu partages un truc mauvais, il y a des gens qui le voient et qui peuvent tomber sur le discours. Donc oui, du coup, c'est le grand paradoxe de dénoncer. De dénoncer un connard qui a 12 followers. T'es là, attention, il a dit un truc pas bien, et du coup, d'un coup, t'as 1000 personnes qui savent qu'il existe. Ça, je trouve ça insupportable. Et là, pour le coup, il n'y a pas que la droite qui le fait. Hein. La gauche est vraiment une championne incontestée de ça. C'est vraiment, t'es pas assez pur et personne n'est pur en fait. Tu vas toujours trouver un truc. Surtout si tu t'exprimes sur Twitter. De base, t'es privilégié en fait. Puisque tu sais utiliser les outils numériques. Donc de base, t'es vachement privilégié par rapport à plein de gens, rien que sur cette idée-là, en fait. Donc déjà, de base, tu peux pas... Parce que quand tu dis, moi j'ai la vraie souffrance, machin... Non, il y a des gens, ils vivent dans des squats, ils ont pas de vie, ils ont des trucs vraiment horribles, ils ont pas le temps d'aller sur Internet, quoi. Ils ont pas le temps d'aller se prendre la tête pour reprocher à quelqu'un qu'il a mal dit un truc. Ils ont pas le temps, quoi. Et ça, je trouve ça très profondément insultant, même de manière générale, quoi. Et ensuite, c'est mieux, je pense, aussi, il faut laisser vivre. Il y a des mecs qui ont des idées de droite, il y a des mecs qui ont même des idées d'extrême droite qui sont pas forcément violents, qui ont juste envie d'être tranquilles, de les discuter entre eux, laissons-les entre eux, quoi. Ils existent de toute façon, je veux dire, ils sont là, quoi. On va pas les tuer, on va pas les interdire de s'exprimer, moi ça me paraît juste aberrant, ouais, quoi. Je pense que tomber à 100 personnes sur une personne, ça n'a jamais été le meilleur moyen de convaincre et de dialoguer. Ah, mais et tout à fait. De lui prouver que les gens d'en face sont extrêmement sains d'esprit et je devrais écouter ce qu'ils après, il y a des gens qui sont vénères pour des raisons légitimes aussi, mais bien sûr, dans ce cas-là, tu peux comprendre pourquoi des flics sont vénères quand Usul dit faut aller taper la police, tu vois. Si tu rentres dans cette logique-là, quoi, c'est ça qui est, je trouve, un peu compliqué sur Internet globalement. Et c'est là où je suis content. Tu peux pas considérer qu'il y a que ta colère qui est légitime et pas celle des autres, quoi. Il faut aussi essayer de comprendre un peu la leur, même si des fois c'est très compliqué, surtout quand t'es en mode ça va. Hein, des fois il y a des, moi j'appelle ça des névroses de bébé chat, quoi, où je suis là. Bon les gars, vous êtes angoissés de trucs. Enfin, être angoissé de plus pouvoir draguer une meuf dans la rue alors que tu l'as jamais fait parce que t'as trop peur de le faire.
franchement, la plupart des gens qui se sont plaints de la vidéo de Marion, par exemple, je pense que 95% des mecs, ils ont peur d'aller parler à une meuf qui lui ont reproché de ouais, moi, bah du coup, peut-être que je pourrais pas rencontrer ma femme, machin. Enfin, calme-toi. C'est parce qu'il y en a eu quelques-uns dans les commentaires qui ont dit moi j'ai rencontré ma meuf, Oui, ou voilà. mes parents se sont rencontrés dans la rue et ils pourraient pas, je ne serais pas là Ça s'appelle un aujourd'hui. contre-exemple, ça arrive. C'est Oui, une expérience Je suis sûr personnelle. que ça s'est pas passé en mode je vais parler à 10 meufs et je prends 10 numéros différents, quoi, en plus. Je suis quasiment sûr que ça s'est pas passé comme ça. Et, Internet, c'est quand même merveilleux. Mais ça a des côtés relous. Et du coup, est-ce que tu as reçu beaucoup de soutien après ta vidéo ? Ah ouais, non, là, j'étais très très content. Et puis globalement, ils m'ont laissé tranquille. Mais je pense que ça aussi, c'est une question, bah justement. Moi, ma croyance en l'amour et au dialogue, c'est pas juste un truc bisounours. J'y crois vraiment, j'essaye de l'avoir dans mon attitude. Là, franchement, j'avais vraiment très envie d'insulter beaucoup de gens, quand même. C'est normal, après, quand tu vis tout ça, t'as un peu la haine. Mais je veux pas que la haine prenne raison de moi. Je voulais vraiment dire, je comprends aussi pourquoi, je comprends que je puisse s'énerver. Je voulais vraiment montrer ça. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que là, ça se calme un peu. Et globalement, des fois, il y a beaucoup de mecs aussi d'extrême droite qui m'ont écrit en mode... alors des fois, ils sont en mode... ils ont toujours leur logique à eux. Mais globalement, ils sont en mode, au moins, tu nous respectes et c'est rare. Parce qu'à chaque fois, on se sent en mode, on nous traite de beauf, on nous traite de machin, d'inculte, de trucs. C'est violent, en fait, tout ça. Hein. Et quand on me dit, le Raptor dissident est cyberharcelé, oui. Alors après, il a commencé par du clash, et c'est pas que je veux dire qu'il l'a cherché, mais je veux dire, il a voulu provoquer, de toute façon, ça, et il a voulu, c'est pour ça que sa communauté s'est intéressée à lui aussi, c'est que c'est une communauté qui s'intéresse au clash, à la critique, vraiment violente et virulente, mais... il s'est pris beaucoup de gens sur la gueule qui viennent constamment lui dire, ou des gens, il faut pas traîner avec cette personne, mais c'est immonde en fait quand on y réfléchit. Il doit avoir peur aussi, je pense, dans la rue ou des trucs comme ça. Je pense que c'est des gars aussi qui vivent des trucs assez difficiles d'assumer ces idées-là et machin. Et c'est important de dire que non, faut pas aller les harceler. Et je suis très content parce que après mon trade et après ma vidéo, si j'avais vraiment dit, il y a plein de gens qui auraient pu aller insulter en mode « Regarde ce que tu lui as fait, tu te rends compte, tu l'as poussé au suicide », genre en lui donnant toute la responsabilité. Et c'est immonde, quoi. Faut surtout pas faire ça. Je suis content parce que j'ai l'impression que vraiment la majorité, l'immense majorité de la communauté n'a pas du tout, a préféré me soutenir plutôt que d'aller l'insulter. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Faut plutôt soutenir les victimes que d'aller insulter les différentes personnes qui sont responsables, du truc, parce qu'en plus, la responsabilité, on peut pas lui donner totalement qu'à lui. Il y a l'époque d'Internet, c'est le climat d'Internet en ce moment, et je suis content de voir que la vidéo, elle a été comprise comme ça, comme un discours sur la génération, comme un discours sur Internet et sur nos comportements, et pourquoi on est tous comme ça, pourquoi on se clash tous, quoi. Mais moi, j'ai fait cette erreur de faire le cas Raptor dissident. Bon, je l'ai fait un peu pour pouvoir parler d'autres trucs, mais c'est ce truc ou du drama, quoi. De la télé-réalité, du drama... on est dans ces logiques pourries médiatiques qu'on avait à la télé et elles sont répétées sur Internet par des gens qui sont plus anonymes, plus fragilisés. Parce que moi, quand je me fais insulter, j'ai pas une équipe, je suis pas un journaliste, j'ai pas une équipe, j'ai pas du soutien. Parce que je me souviens, j'avais rencontré des membres de la France Insoumise pendant les élections, j'en avais rencontré quelques-uns. Et je leur disais, mais comment vous faites face à tout ce bashing et tout ? Ils disaient, on a une équipe, quoi. Donc forcément, on rigole entre nous, on se partage les articles méchants, on a la haine dessus, on boit des bières le soir en s'énervant dessus. Et moi, j'étais juste isolé devant mon ordinateur. Et il y a beaucoup de gens sur Twitter et tout qui tweetent des trucs, même des fois qui regrettent, parce que des fois ils tweetent des conneries, et qui après vivent de la violence constante. Il faut se rendre compte il y a plein de gens qui peuvent dire des bêtises aussi, parce que c'est des êtres humains. Et sur Internet, on a vite fait de tweeter une connerie, quoi. J'ai pas envie de vous arrêter parce que vous avez sans doute encore plein de trucs à dire, mais il faut vraiment que j'y aille. Donc, je vais être un mauvais papa. Merci beaucoup, Dany, d'être venu. Merci à toi. C'était trop cool. Merci, Fab. Putain, j'avais un sujet. Oui, du coup, rien à voir avec YouTube, mais j'y ai pensé tout à l'heure et j'ai oublié de le dire. En fait, tu disais que en grandissant, le fait que tu sois bi, c'était pas du tout quelque chose qui était possible. C'était pas concevable presque, en fait. Et qu'est-ce qui fait, quand est-ce que c'est devenu concevable du coup ? C'est devenu parce que j'ai commencé à avoir des amis qui me ressemblaient plus, qui déjà m'acceptaient moi, avant de me faire accepter pour ça, je cherchais déjà des amis qui acceptent sur le côté neuroatypique du truc, c'est-à-dire des gens qui acceptent que je reste chez moi, que j'ai envie de parler de philo ou de culture pendant des heures. Il me fallait des amis qui ont envie de faire ça aussi. Et globalement, c'est des gens tu peux devenir homosexuel le jour au lendemain, ils s'en foutent, quoi. Globalement, on est dans une telle ouverture
ouverture d'esprit en général avec ces amis-là, ça a rendu ça possible. Et puis bon, après, c'est aussi une histoire de rencontre, quoi, de tomber amoureux et de se dire, ah, je vais essayer. Après, c'est aussi un petit peu des réflexions, quoi. J'ai beaucoup réfléchi à mon homophobie. Et en fait, je me disais, est-ce que je commençais à me vraiment envisager la relation homosexuelle, et je me disais, faut quand même, qu'est-ce qui me fait vraiment peur, pourquoi j'ai peur de ça en fait. Et en fait je me suis rendu compte que c'était pas de l'homosexualité dont j'avais peur, mais c'était de la violence masculine, du fait que beaucoup d'hommes, c'est pour ça aussi mon poème à la fin en mode comment aimer comment aimer les hommes quand on les connaît, je sais plus comment je l'ai dit, mais ce truc là, quoi, de vraiment, j'avais la peur du viol, parce qu'en fait moi quand j'imaginais une relation homosexuelle dans ma tête, et je me suis dit, mais l'ampleur de l'homophobie en moi, quoi, c'est j'imaginais vraiment en prison le mec qui te viole en mode marteau-piqueur le cul, quoi, en mode vraiment. Et j'étais là, non, je veux pas vivre ça, et j'étais là, mais pourquoi ça se passerait comme ça? Je veux dire, normalement, si je tombe sur un garçon compréhensif, il va être, si je lui dis non, j'ai peur, ou il faut y aller doucement. Sinon, sinon pour le coup il va devenir très glauque, mais ça devrait bien se passer. Et en fait je me suis dit, ouais, il faut juste essayer, il faut voir quelqu'un qui a l'air quand même un peu cool et un peu ouvert sur le sujet, il faudra voir comment ça se présente, et puis après ça se présente à toi, et puis ça s'est débloqué un peu comme ça. Moi j'ai l'impression de m'être débloqué, ouais, c'est vraiment le terme. Après, quand j'étais plus jeune, je me disais, j'aimerais bien être bi, parce que t'as plus de choix, machin. Je réfléchissais un peu au truc. Et très jeune, j'aimais bien jouer avec genre même des poupées ou des trucs. Et je trouvais ça pas normal de pas pouvoir... moi, par exemple, j'ai une Game Boy Advance Rose et j'ai vraiment insisté pour l'avoir, car je trouvais que c'était la plus jolie. Et genre, je me disais, je m'en fous, j'assume, c'est pas grave. Et je sais que j'avais déjà des logiques un peu comme ça, où je voulais toujours m'habiller coloré. Ma mère me disait tout le temps non. Je voulais des cheveux longs parce que je lui ressemblais à des personnages de manga. Et pour le coup, ça c'est un truc qui m'a beaucoup apporté, c'est la culture japonaise, qui est vachement plus queer que... les canons de beauté asiatiques, voilà, moi c'est mon inspiration dans mon look, dans plein de trucs, c'est les canons de beauté asiatiques. Je trouve que la représentation de la virilité est vachement intéressante en fait. Et ça m'a aidé à commencer à considérer et à voir des trucs différemment, parce que ça me parle moins le mec barbu, crâne chauve, j'ai rien contre, mais ça me parle moins que justement les cheveux longs, la mèche, le côté un peu maniéré en costume super stylé à la Lelouch. Moi ça c'est des trucs qui m'ont clairement fait shifter, comme j'aime bien dire, m'ont clairement j'ai été perverti par la culture japonaise. Ouais. Mais je pense que je suis pas le seul, et je pense que globalement sur internet il y a aussi beaucoup de mecs qui se sont déconstruits, j'en connais plein dans mes amis qui sont déconstruits leur virilité et machin, même parfois en étant parfaitement hétérosexuels, mais grâce aux animés, grâce au hentai, grâce au fait qu'ils ont vu des trucs, des personnages transgenres, des machins, ils ont vu des trucs que tu voyais pas dans la culture occidentale classique, et ça leur a fait comprendre ces problématiques beaucoup plus tôt que des gens qui le comprennent maintenant, parce que ça commence à s'ouvrir en Occident, mais ils ont compris ça beaucoup plus tôt, quoi. Et il y a dans des milieux geeks, et dans des milieux un peu comme ça, nerdy ou quoi, des fois, par exemple dans le speedrun ou dans le monde du libre, il y a beaucoup de personnes trans, il y a beaucoup de personnes homosexuelles, queer, qui se sentent relativement à l'aise. Bon, il y a toujours évidemment des travers et des trucs, mais globalement, on retrouve beaucoup ça, et à mon avis, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, parce qu'il y a des messages comme ça qui sont passés grâce à ça, quoi. Est-ce qu'on peut parler du fait que tu as été outé contre ton gré ? Ouais, pourquoi pas. En fait, j'ai vu beaucoup de débats, parce qu'évidemment, je sais qu'avant de faire la vidéo sur le Raptor, on avait discuté avec, je vais pas les citer, mais avec quelques militantes féministes qui nous avaient dit de toute façon, c'est à vous de le faire, parce que nous, on va s'en prendre plein la gueule. C'est vrai, hein. Et elle disait, c'est peut-être ça le rôle de l'allié aussi, c'est à un moment donné d'aller donner des nions quand il le faut aux personnes, machin. Ok, donc leur idée, c'est en tant que femme, on est déjà trop vulnérable et c'est trop risqué pour nous. C'est ça. Donc c'est important que les mecs aussi dénoncent ce genre de discours. Mais bon, après, je trouvais ce discours un peu craignos, en mode les hommes à la guerre, il y a un truc un peu chelou comme ça. Mais bon, c'est ça, je me disais, bon, pourquoi pas, ça. Et en fait, quand j'ai sorti la vidéo, forcément, j'ai dit des conneries à 2-3 moments, il y a 2-3 trucs.
Et c'était vraiment, tu veux un cookie, pourquoi tu fais ça, genre, il y a eu plein de violences qui ont commencé comme ça. Et puis après, c'est d'un coup, non, mais de toute façon, c'est un mec, c'est un sale mec, machin. Tu vois des trucs passer comme ça. Et je voyais des gens me dire, non, mais c'est un mec hétéro, machin. Donc déjà, il y a ce truc de te outer en tant qu'hétéro. Genre, pourquoi ça serait plus normal que te outer pour machin. Oui, et puis c'est vraiment parler sans savoir, quoi. C'est partir du principe que comme t'as jamais dit que tu l'étais pas, parce que c'est ta vie privée. Bah après, moi, je l'avais déjà dit ici et là, je le cachais pas, en fait. J'avais déjà dit que j'étais bisexuel, pansexuel, donc ça pouvait se trouver. Mais en plus, par exemple, il y a des nanas qui disaient ça. Pareil, je vais pas les citer, mais elles m'ont déjà vu en compagnie avec un amoureux ou des trucs comme ça. Et elles le disaient. Et ça, je comprenais pas. Donc peut-être qu'elles oubliaient sur le moment ou dans leur machin. Mais après, t'avais des gens qui, du coup, venaient me dire, bah non, il est bi, il est machin. Et du coup, il y avait, comme c'était des trucs sur Twitter, où il y avait aussi, du coup, des fachos qui venaient vraiment se vénère en mode vraiment des gars très, très homophobes, hein. Et qui du coup venaient après m'insulter, quoi. Et j'étais là, putain, mais arrêtez de parler de ça, parce qu'en fait vous faites vraiment du mal aux gens qui essayent déjà de survivre à ce truc là, quoi. Et ça vous regarde pas, en fait. Enfin, juste arrêtez de discuter de ça. Et qu'est-ce que ça enlève à mon discours, en fait? Si vous voulez critiquer mon discours, le trouvez pas plus légitime parce que je suis bisexuel ou parce que truc. Ça peut expliquer, hein, le fait que je suis bisexuel peut expliquer certains des aspects de mon discours, ça peut expliquer certaines erreurs, ça peut expliquer certains trucs, ça peut toujours expliquer, donc ça peut être important comme donnée pour analyser, mais de là à l'utiliser et de faire le débat autour de ça, c'est un truc, et je sais que Vlad Tapas a vécu ça aussi. Il avait fait une vidéo où on l'avait outé en mode, il avait pas envie lui, hein, parce que déjà qu'il a plein de trolls dans la gueule par rapport à ce qu'il fait, puisqu'il fait de la zététique, et c'est pas un truc, enfin les gens sont parfois très violents aussi. Tu peux expliquer ce que c'est la zététique? C'est des gens qui essayent de justement faire de la prévention scientifique pour lutter contre des idées conspi, etc. Et puis bon, après même des fois aussi ils ont fait des erreurs, ils les ont admis, etc. Mais du coup il y a des débats, il y a des gros débats sur l'homéopathie par exemple, c'est un débat en feu, quoi. Il y a des gens pro-homéopathie, ils apprécient pas qu'on vienne déconstruire, ils pensent que t'es lobbying. Le lobby pharma. Voilà, le lobby pharma. Donc ils ont déjà cette violence, donc en plus, voilà, se faire outer comme ça, mais ça ajoute, ça donne des arguments horribles et des insultes à ceux qui t'agressent déjà un peu constamment. Donc c'est très très violent de faire ça, et j'ai l'impression que c'est un truc qu'on fait plus facilement avec les mecs, ça aussi, hein, de vraiment balancer des violences en mode ouais, t'es hétérosexuel, ouais, machin, il est truc. Et après, c'est marrant, quoi. Tu vois le discours qui change. Au début, c'est de toute façon, c'est un mec hétéro cis blanc, donc machin. Et après, de toute façon, c'est les prophèmes gays, on les connaît. Enfin, et t'es là, tu fais. Décidez-vous, merci. Et ça ajoute vraiment au harcèlement. Moi, je considère que ça, c'est du harcèlement. Je le dis, hein, j'ai pas peur de le dire. C'est du harcèlement. Et il y a beaucoup de gens qui sont là à se plaindre du harcèlement, mais qui sont clairement des harceleurs et des harceleuses notoires, quoi, qui n'hésitent pas à se foutre de la gueule des gens, à y aller vraiment violent, et ok, la colère politique, mais à un moment donné, ça va 5 minutes, quoi. Surtout quand t'es exposé, et qui, évidemment, à l'inverse, ne m'ont pas du tout soutenu quand j'ai pris tout dans la gueule avec le Raptor, quoi. Et je trouve ça facile d'aller critiquer quelqu'un en parlant genre de son orientation sexuelle ou de machin, c'est plus difficile pour le coup d'aller s'attaquer à l'idéologie d'un Raptor dissident, enfin d'aller s'attaquer sur la bataille des idées. Là c'est plus compliqué, là il y a les gens ont plus peur, et du coup c'est plus facile d'emmerder quelqu'un qui a essayé d'y aller, qui fait forcément des erreurs parce que je suis pas parfait comme tout le monde, donc j'ai forcément dit plein de conneries, et c'est plus facile, je trouve. Et en plus, comme t'es déjà exposé, eux ils adorent, hein. Eux ils retweetent derrière et ils font, vous avez vu les social justice warriors, les gauchistes, genre Dany qui découvre que le gauchisme est une maladie mentale, machin. Enfin, il y a vraiment ce... Tu te dis, mais putain, mais vous leur donnez des cartouches en permanence, quoi. C'est juste arrêtez, quoi. Et ça, c'est un des travers de la gauche, qui est la pureté militante. Ça a toujours été... Parce qu'à gauche, on se rend souvent compte des choses par sa propre souffrance. C'est souvent ça qui fait qu'on devient de gauche. Et du coup, on est forcément plus à vif sur les sujets qui nous concernent, un peu moins sur les autres. Donc forcément, si t'es plutôt genre sur le sexisme, des fois tu vas dire des trucs qui peuvent être potentiellement un peu racistes. Si t'es plutôt sur le racisme, ça peut être l'inverse. Tu vas peut-être dire des trucs un peu homophobes. Donc c'est ça qui est compliqué. Il faut lier tous ces gens-là. Et pour moi, il faudrait plutôt instaurer du dialogue et une vraie convergence pour le coup.
De dire, bah justement, on vit les mêmes travers, un peu à cause des mêmes classes dominantes, un peu à cause des mêmes discours, c'est souvent les mêmes, c'est souvent émis par les mêmes personnes. Donc essayons de nous concentrer sur ces structures néfastes, plutôt que de dire un tel en âgé, il a voulu parler de tel truc. Enfin, c'est... Mais c'est pas nouveau, hein, c'est absolument pas nouveau. Et... Non, c'est juste une forme. Enfin, c'est le format réseaux sociaux qui permet ouais, mais même, je pense un visage un peu différent, mais c'est les tu mêmes. vas dans une AG, dans une fac, et c'est ça, quoi. Oui, voilà, c'est juste à moins grande échelle parce que c'est un lieu clos, quoi. Et je pense que c'est ça le problème, c'est que les gens se comportent comme ils se comportent dans la vraie vie, c'est-à-dire rumeur, être vénère, tous ces trucs-là, comme ils le font dans la vraie vie, mais ça n'a pas forcément beaucoup d'impact. Mais ils le font sur Internet, et là ça a beaucoup plus d'impact parce que c'est tout le monde qui peut potentiellement avoir accès à une information ou à un truc qui est dit, et que ça crée des mouvements de foule en plus de gens qui n'ont rien à voir avec toi, qui te connaissent pas, mais qui vont du coup te suivre et se foutre de ta gueule sur des trucs super faux, quoi. Et c'est super blessant de se faire insulter pour des trucs que t'es pas quoi. Genre il y a des gens, ils m'ont traité d'homophobe et tout, j'étais mais de quoi ils parlent, quoi. Enfin, il y a quoi dans ma vidéo, pour le coup j'en ai pas parlé de l'homosexualité dans ma vidéo, donc à partir de là tu peux pas dire. Donc c'est très compliqué, quoi. T'es là et ça épuise, c'est juste de l'épuisement en permanence, quoi. Bah, je pense que c'est aussi la stratégie, même si je pense qu'elle est pas forcément consciente, mais je pense que l'idée c'est le but c'est que cette personne arrête son contenu que je considère comme pas assez bien pour exister. Donc en fait oui, c'est pas moi avec un tweet qui vais le faire arrêter, mais je vois qu'on est beaucoup et en fait peut-être qu'au bout d'un moment il va fermer, il va arrêter. Et est-ce que ce serait vraiment une victoire? Moi je pense pas, parce qu'en fait même les mecs comme Raptor Dissident, bah ils ont leur chaîne, ils ont un public, ils sont là, et j'ai envie de dire, bah au moins il est là, on sait où il est, on peut regarder ce qu'il dit, on peut regarder ce que son public il dit. Et on peut analyser, peut-être attaquer ce qu'il dit. Bon, c'est un peu compliqué parce que tu risques de te prendre la communauté dans la tête. Mais c'est vrai. Ou même, que... tu vois, sans forcément. Enfin, moi, j'ai jamais publiquement été parler du Raptor pour plein de raisons, notamment celle que je m'en bats un peu les couilles de sa vie, mais aussi parce que je comprends bien le risque qui va avec. Mais n'empêche qu'au moins, je sais où il est, et du coup, je peux voir comment pensent les gens qui ne pensent pas comme moi. Et il y a que, ça sert à rien de rester entre gens d'accord qui, du coup, en plus finissent par se tirer dans les pattes parce que j'imagine que c'est fatigant d'être tout le temps d'accord. Il faut trouver des des micro-désaccords et des micro-luttes de privilèges pour s'occuper. Et puis souvent, ça détruit des... Enfin, moi, je repense à Pouillou aussi, qui avait arrêté parce qu'il avait fait un crowdfunding. Et du coup, c'était tu te fais de l'argent sur le dos du féminisme. Alors que moi, je vivais avec lui, je peux l'assurer. Il a pas pris un euro de ça, hein. Même pour se payer un Mars, pour manger entre deux trucs. Il a fait des préservatifs, il y avait digue dentaire, préservatifs féminins, préservatifs masculins, tout en commerce équitable. Oui, parce que lui, son contenu, c'était sur la sexualité. Et il les a donnés, et le surplus d'argent, il a tout donné à des plannings familiaux. Donc on est quand même dans une démarche que moi je trouve sacrément éthique. Et sacrément féministe. Ouais, et en plus c'était parce que moi je pouvais plus monter la saison 2, et c'était pour recruter une monteuse en plus. Enfin donc... ça a aidé, c'était une démarche qui était bonne, et il a pris tellement cher sur ça, parce que forcément il a dit des erreurs ici et là, mais lui son but c'était pas parler de féminisme, c'était de parler de sexe. Et comment parler de sexe sans parler de féminisme? C'est forcément un peu, tu vas dans le mur si tu le fais pas, et je pense qu'on lui aurait plus reproché, et à raison, s'il l'avait pas fait. Mais du coup il a préféré arrêter et se concentrer à militer sur d'autres trucs. Mais c'est violent en fait, c'est violent parce que c'est aussi ce qui empêche l'émergence. Je pense plein de gens, moi j'en connais plein, même beaucoup de nanas qui me disent je n'ai pas envie d'aller sur internet parce que je suis terrifié de me faire insulter par les autres meufs qui vont me dire t'es trop blanche, t'es trop mince, tu es pas assez mince, t'es pas assez oppressé, quoi. Ouais, voilà, soit on va dire que t'es pas assez oppressé, soit en plus déjà qu'il y a le risque de se prendre les insultes sexistes habituelles et tout. Mais c'est une vraie pression de parler politique pour toutes ces raisons, quoi. Et c'est dommage. Pour moi, ça nous fait nous silencier, en fait. Ça fait silencier les gens. Et après, t'as le droit de pas aimer quelqu'un, t'as le droit de trouver quand il dit de la merde. Et il faut lui dire quand il dit de la merde, mais essayer de lui dire de manière un peu constructive. Mais il faut aussi, si quelqu'un t'énerve, te sort par les yeux, laisse-le tranquille, fais le deuil et intéresse-toi à ce qui toi t'intéresse et aux gens qui t'intéressent, quoi. Arrête d'être dans la rancœur. Les gens qui te follow juste pour t'insulter, ça c'est un truc que je comprends pas, quoi. Genre, mais justement, si je vous énerve, barrez-vous, quoi. Arrêtez d'essayer de croiser ma tête. Genre, forcément que ça va vous énerver. Oui, et c'est un des grands avantages d'Internet, c'est qu'on peut choisir qui on voit.
Ouais. Et alors que, pour reprendre ton exemple d'une AG dans une fac, si le doyen de l'AG te sort par les yeux, il est quand même là tout le temps, alors que là, vraiment, c'est 3 clics et tu peux ne plus voir les gens. Et je suis assez d'accord avec cette idée de se focaliser sur le positif, quoi. Pour moi, le pire, c'est qu'il y a vraiment... moi, je suis un peu en lutte contre toutes les formes de binarité. C'est-à-dire, déjà, la binarité sexiste et machin... Et sur ça, je me qualifie pas, je vais pas me qualifier de queer dans la vraie vie parce que j'ai un passing de 6, faut pas déconner. J'ai des avantages. Non, mais j'ai des avantages. On va faire un point vocabulaire, je pense. Oui. Du coup, queer, c'est un terme parapluie qui regroupe plein d'identités et d'orientations. Donc, soit d'identité de genre, soit d'orientation sexuelle, qui en gros ne sont pas être hétéro et être cisgenre, donc correspondre au genre qu'on nous a assigné à la naissance. Et puis l'idée du spectre aussi, l'idée que ça peut changer un peu constamment. Oui, t'es pas forcément fixé. C'est ça. Et moi j'aime cette idée parce que en plus je suis aussi spinoziste et j'aime cette idée que en fait la vie pour moi ça fonctionne un peu comme des humeurs, quoi. Il y a des moments où je suis là, je vais aller jouer à un jeu vidéo et je suis vraiment en mode mec, quoi. Je suis en mode vas-y, je vais être le meilleur. Tu manspread sur ton canapé. C'est ça, je suis en mode je vais les défoncer en ligne et t'arrives et t'es là ouais, machin, et t'es un peu guerrier. Et puis 5 minutes après, j'ai envie d'aller sur le canapé en mode tout doux et puis chialer devant une série. Pourquoi je devrais ressentir finalement de la dissonance entre ces deux trucs? Parce que c'est deux trucs que j'ai envie d'exprimer à partir du moment où ça fait pas de mal aux autres et où c'est pourquoi ne pas y aller? Et ça, c'est là-dedans que ça m'intéresse, et ça m'intéresse aussi par rapport à plein de penseurs et de cinéastes et de trucs queer. Et j'aime beaucoup ce mot, mais je lutte aussi contre la binarité. Et d'abord, celle-là, ça a été d'abord le premier truc que j'ai appris, puisque je me suis intéressé à ça plus tardivement. C'est la binarité de la morale, le bien et le mal. Moi, ça, c'est ma culture philosophique qui fait que ça a été un des premiers combats. Et je trouve qu'il y a cette culpabilisation et cette moralité permanente de dire il faut être parfait, il faut être pur. Et ça, moi, j'arrive vraiment pas à comprendre ce truc-là. Quand t'es chrétien, à la limite, je peux comprendre, mais les chrétiens, souvent, ils ont le pardon qui va avec, donc il y a quand même une logique de rédemption, de machin. Là, j'ai l'impression que ça n'existe pas. Et par exemple, mon frère, qui dans les années 90 était extrêmement homophobe, parce que pareil, comme je l'ai expliqué, fallait survivre, fallait être un caïd. Être un caïd, c'est compliqué faut être un peu homophobe quand t'es un caïd. Il m'a appris à me battre, il m'a dit plein de trucs en mode t'es un fragile, machin, etc. Aujourd'hui, là, on se reparle un peu depuis quelques temps, il m'a appelé et il était on a eu des discussions très féministes et assez queer, et il était très heureux de pouvoir en parler avec moi, et là il est très content, on va pouvoir se voir, et il en était très content parce que mon neveu, son fils, est en parcours transgenre et il veut vraiment accueillir ça, ce qu'il me disait, j'étais là, waouh, le niveau de féminisme qu'il avait, vraiment en mode moi, je veux absolument pas l'influencer. C'est peut-être une phase, mais du coup, justement, je veux lui laisser expérimenter, machin, mais je sais pas trop comment gérer. Et du coup, je me renseigne et je me disais, comme quoi, une personne qu'on pourrait dire, c'est un gros connard homophobe, parce que c'est facile. Oui, il est fermé d'esprit, il changera jamais, quoi. L'époque a changé déjà, donc forcément, c'est plus facile de pouvoir assumer des discours comme ça qu'aujourd'hui. Lui, il a vieilli, il a grandi, il a vécu des trucs. La masculinité, la toxicité de la masculinité, il en sait un rayon. Je pense que quand on fait de la prison pour hommes, à mon avis, là, on découvre ce qu'est réellement la violence masculine réelle et violente. De ce que j'ai compris, c'est vraiment pas fun. Et tu comprends beaucoup de trucs sur... en plus, il y a vraiment d'un côté les femmelette et de l'autre les hommes en prison aussi. Et on sait ce qui peut arriver quand tu es désigné comme femmelette en prison. Mon frère, il a été confronté à toutes ces problématiques, quoi. Et je trouve ça bien que justement il puisse s'en sortir, et moi j'ai envie de l'encourager. Et il y a plein de gens qui ont passé 70 ans dans le placard, et puis à 70 ans ils se réveillent et ils se disent en fait j'ai envie de vivre ma vie comme je l'entends, et ils se mettent à développer leur amour et à avoir plein de trucs. Et à 80 ans il m'a entouré de 300 amis, et peut-être qu'avant ils ont eu des comportements un peu craignos. Faut pas oublier que c'est long, quoi. Ces messages, ils ont mis du temps à passer. Moi, entendre parler de culture du viol, j'en ai entendu parler à 20, 21 ans. On n'en parlait pas avant. Et c'est pour ça que je suis super content de voir que maintenant, les jeunes, avant même d'avoir une vie sexuelle, ils entendent parler de harcèlement, de pourquoi il faut pas faire ça. Parce que, moi, la représentation que j'en avais, c'était une meuf te quitte, il faut être romantique. Et dans le romantisme, c'est l'appeler bourré pour l'insulter, quoi. C'est parce que j'ai vu ça toute ma vie dans des films, dans des trucs. Et les nanas faisaient pareil, elles avaient des comportements ultra sexistes entre elles, ultra machin. Et j'ai l'impression que les gens, des fois, oublient aussi à quel point ils pouvaient être toxiques avant.
et à quel point on change en fait, et à quel point on évolue, et à quel point on a envie de faire attention. Et c'est compliqué, c'est d'autant plus compliqué quand tu viens d'un milieu social défavorisé, que t'as pas eu accès justement à... C'est pour ça les bourgeois, souvent, enfin les hommes bourgeois qui sont un peu plus efféminés, je pense qu'ils ont cette possibilité d'être dans les livres, d'être introvertis, de jouer du piano s'ils en ont envie, plutôt que faire du foot, ou aller faire du foot d'ailleurs, ou faire vraiment des randonnées ou des trucs s'ils en ont envie aussi. Mais ils ont un peu plus la possibilité d'être ce qu'ils veulent. Alors que moi, c'était beaucoup plus compliqué de me faire accepter en tant que mec qui avait envie d'être un peu introverti. Parce que plus que d'être fragile ou homo ou quoi au truc, moi, ce que je voulais surtout, c'était être un peu introverti, lire des trucs, discuter avec mes amis, jouer aux jeux vidéo. Et vraiment, c'était surtout ça qui me donnait envie dans la vie, quoi, pendant un moment. Et j'avais envie que ça soit accepté sans qu'on me dise « Ah non, mais là, il va falloir se foutre à poil pour prouver que t'es un bonhomme. » Il va falloir escalader un mur ultra dangereux, parce que c'est toute la pression masculine de si tu le fais pas, t'as pas de couilles, quoi. Il faut se battre, il faut en permanence se battre, il faut montrer que t'es un bonhomme, puis faire des trucs que t'as pas envie de faire, quoi. Puis aller emmerder les filles en les bloquant, pour pas qu'elles sortent des chiottes. Non, mais on voit qu'elles sortent des chiottes des filles, tu vas les bloquer avec 3-4 gars, et si t'y vas pas, bah, on se fout de ta gueule, on te jette avec elles dans le truc. Donc tout ça fait que t'as des niveaux de pression et tu comprends rien. Enfin, moi je me rappelle ne jamais rien comprendre à ce qui se passait, quoi, d'être tout le temps qu'est-ce que c'est que ce délire. C'est ce qui faisait aussi que je restais chez moi à jouer aux jeux vidéo, hein. C'est que je trouvais que tout était super, super violent, et j'ose même pas imaginer aujourd'hui, alors que ça continue sur Snapchat quand tu rentres chez toi, quoi. Oui, c'est ça aussi la différence avec le harcèlement que les gens de notre âge ont pu vivre quand ils étaient plus jeunes, et le harcèlement de maintenant, c'est qu'effectivement ça, du coup toi t'as vécu les deux. Ouais. J'ai vécu les deux, mais du coup à deux époques différentes. Et puis quand même, globalement, je suis mieux armé aujourd'hui. J'ai aussi une audience, et ça fait aussi partie, malheureusement, du métier, quoi. Non, de l'image, du fait de se représenter. C'est normal aussi, quelque part, qu'il y ait des gens qui parlent de toi, et pas toujours en bien, et c'est normal. Ça, faut... Mais il y a une différence entre la critique. Et moi, globalement, ce que je reproche surtout beaucoup à pas mal de gens qui m'ont insulté ou quoi, vous m'avez jamais attaqué sur les arguments, les gars. J'attends encore c'est plus compliqué, qui vient vraiment attaquer sur les arguments et sur le machin. Parce que souvent, ça part vite c'est la preuve que t'as une pensée de faible, machin. Oui, ça devient personnel. Oui, ça devient personnel. Et même quand ils essayent de le cacher en pseudo-philosophie, très vite, en fait, tu retrouves les mêmes machins que d'habitude. Et comme ils sont 5000 à te le dire, bah non, c'est pas si dissident, c'est pas si original que ça, en fait. Je pense qu'on va gentiment conclure. Ouais. Et pour conclure, donc, j'ai 2 questions que j'aimerais te poser. Il y en a une qui est juste pour toi et une qui est commune à tous les invités du podcast. La première qui est juste pour toi, c'est qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux mecs qui écoutent ? Parce qu'en fait, je pense qu'avec ta vidéo, tu tiens un discours qui est encore assez rare, qui est celui déjà d'une victime de cyberharcèlement, et ce dont tu parlais tout à l'heure, de cet appel à la tolérance et au dialogue, et en fait... C'est pas manichéen comme vidéo, quoi. C'est pas hey, les connards, vous êtes des connards. C'est pas je suis un connard, c'est parlons-nous, peut-être. J'ai envie de dire, vraiment, c'est moi ce que le féminisme m'a apporté. Parce qu'on dit souvent les hommes, il y en a certains qui disent les hommes peuvent pas être féministes. Tout, moi je comprends sur le fait d'aller parler à la place des concernés, ça je comprends que ça peut être vraiment. Non, tais-toi, reste à ta place. T'es pas le premier t'es pas le premier à en souffrir, un machin. Il y a vraiment des violences, il y a des trucs qui sont épouvantables que tu vis pas, et du coup, c'est pas à toi d'aller parler, par exemple, du harcèlement de rue quand tu le vis pas. Ça me paraît un peu logique. Mais par contre, là, moi, ce que ça m'a beaucoup apporté, c'est pour déconstruire toute cette toxicité et pouvoir aussi assumer d'un autre côté une masculinité un peu plus positive, un peu plus truc. Et là, j'ai vu beaucoup de mecs qui m'ont envoyé des trucs en mode putain merci, ça fait du bien, parce que moi on m'a toujours traité de fragile alors que je suis hétérosexuel, alors que machin, et pendant longtemps ça a été une souffrance. Et puis du coup j'ai voulu faire le con avec des meufs pour me prouver que j'étais un peu un bonhomme, j'ai voulu faire du sport, machin, etc. J'ai fait plein de trucs que j'avais pas envie de faire, et juste assumez-vous en fait. Et c'est presque un discours, je pense que même les plus virilistes pourraient entendre, le assumez-vous, soyez ce que vous êtes, essayez de chercher ce que vous êtes et de le faire sans faire de mal aux autres. Ça me paraît être un très beau discours. Ça s'applique à tout le monde. Donc. C'est ça. Et pour moi, ça, c'est l'avantage c'est le discours féministe là-dessus. Moi, c'est cette égalité-là, de pouvoir être ce que tu veux. Si tu as envie de mettre des jupes, ou si tu as envie de partir à la muscu et d'être méga musclé, mais soit l'un ou l'autre, vraiment, fais-toi plaisir, sois ce que tu as envie d'être.
Et justement, c'est normal d'attendre en retour d'être respecté, quoi. Et c'est sûr que t'es plus respecté si t'as des muscles que si tu mets des jupes dans la rue encore aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faudrait changer. Le vrai combat, il est là, en fait. Il est de faire changer les mentalités là-dessus. Et ça, enfin, c'est le message, je pense que c'est aux hommes aussi, à mon avis, de discuter et puis de raconter ce qui se passe réellement, ce qui se passe dans les vestiaires. Là, j'ai évoqué quelques trucs, j'en ai vu certains qui ont dit ah ouais, les branlettes collectives, les machins, la pression entre hommes, tu devrais faire ça, les machins, les petits coups de pression, les petites violences habituelles. Enfin, on est vachement victime de ces injonctions, de cette violence qu'on crée à des moments. Qu'on crée, on oppresse les autres avec, et à d'autres moments on l'a subi, quoi. On l'a subi, et ça, je pense qu'il faut que ce dialogue aussi s'ouvre. Et du coup, justement, au lieu d'aller faire chier les meufs sur le harcèlement de rue et d'aller prendre leur place pour parler de trucs qui les concernent vraiment, ça pourrait être intéressant de parler. Et moi, je trouve par exemple ce que fait Terry Crews absolument exceptionnel en ce moment. Ce truc de dire, en plus pour le coup, lui c'est pas le dernier des. Il est plutôt go muscu. Voilà, il est plutôt costaud. Je pense que lui ça le fait marrer, les mecs d'1m60 qui ont fait de la muscu pendant 6 mois et qui sont là à se sentir super fort, quoi. Je pense que lui ça le fait marrer. Mais c'est super et comment il raconte aussi, pourquoi il se défend pas, parce qu'il a pas envie d'être violent et qu'en plus ça pourrait être mal vu parce qu'en plus c'est un homme noir et que ça pourrait lui porter préjudice. Et parler des agressions sexuelles et parler des injonctions sexistes que même les femmes nous font subir. C'est-à-dire le consentement par défaut, le fait d'être toujours vu comme une bite sur patte, beaucoup de violence et de manipulation en mode... ce truc, moi je trouve il y a un truc qui est vraiment dans les relations hétérosexuelles assez classique, et je le vois partout autour de mes amis, dans ma propre expérience passée. Bon, maintenant j'évite absolument de vivre ce genre de choses, mais je le vois partout, ce truc de vraiment... d'un côté il y a le côté la nana a envie de faire l'amour, de s'amuser avec la personne, mais du coup après c'est mais du coup t'as couché avec moi parce que t'es un mec et du coup il faut maintenant que tu m'apportes tel truc, tel machin, et c'était pas forcément dit dès le départ, et j'en vois plein qui sont en mode mais je sais plus ce qu'il faut faire pour bien faire et machin, et il y en a plein qui sont dans ces trucs là, et moi je pense qu'il faudrait un peu libérer et pas avoir peur de dire des fois, il y a des agissements, il y a des trucs qui vont pas bien, parce que c'est du sexisme dans le genre où c'est... Comme t'as un genre, on t'attribue forcément le fait que tu vas avoir super envie de baiser. Et moi, je ne sais pas combien de fois dans ma vie j'ai baisé. J'accuse absolument personne, aucune des personnes que j'ai croisées, mais j'ai baisé un peu en me forçant, quoi. En mode, il faut que je le fasse, c'est important, comme ça on va m'aimer, comme ça... Enfin, combien de fois je l'ai pensé, et ça t'amène toujours dans des situations malaisantes, en fait. Ça t'amène toujours dans des situations malaisantes, et il faut éviter ces situations-là. Sauf que ça peut être très dangereux, en plus, ça peut amener vers des trucs très très dangereux. Et du coup, faut faire attention à tout ça, et j'aimerais vraiment que... À mon avis, c'est là que le masculin a du boulot, quoi. Plutôt que de se prendre la tête à savoir sur l'écriture inclusive ou pas, ou machin, prenez-vous la tête à discuter de... la toxicité qu'on se fait subir entre nous, regardez comment vos gamins se comportent, essayer de parler de ça, de parler des injonctions sexistes, et dire mais non, t'es pas obligé de faire l'amour, t'es pas obligé d'être performant, t'es pas obligé... tous ces trucs-là, c'est important à faire surgir, et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de participer à cette émission, c'est que c'est des initiatives qui vont dans ce sens, et qui, je pense, peuvent apporter quelque chose... Et souvent, je vois des mecs, c'est un truc qui me fait rire, beaucoup de mecs d'extrême droite citent que, genre en Europe du Nord, où souvent le féminisme est un peu plus implanté que ça l'est en France, ils disent, regardez, il y a des clubs de mecs féministes qui font des trucs contre les violences conjugales faites aux hommes. Et ils sont là, donc c'est la preuve que le féminisme transforme les meufs en féminazis qui se mettent à battre leurs hommes. Mais non, c'est la preuve que la parole se libère tellement qu'il y a des gars qui osent parler des violences conjugales qu'ils subissent. Oui. Et ça, pour moi, c'est une preuve qu'il y a une gymnastique mentale complètement dingo de voir des mecs féministes qui parlent des violences faites aux hommes et de dire, vous voyez, c'est la preuve que le féminisme rend les femmes violentes. Je suis là, mais ils ont les pas femmes, elles n'ont pas ça, attendu le féminisme. Il y a toujours malheureusement eu des femmes qui maltraitent leurs compagnons, tu vois, ou leurs enfants, ou plein de trucs, quoi. T'es bien placé pour le savoir. Oui, non, mais ça arrive assez régulièrement, et c'est bien que ça puisse se libérer, parce que je pense qu'il y a plein de comportements, la plupart des comportements que les nanas ont eu avec moi qui étaient un peu craignos, elles faisaient vraiment pas exprès. Elles avaient pas de volonté de me faire du mal, et je pense que c'est ça l'horreur. Et même parfois dans des trucs super violents comme des montages dégueulasses ou des trucs, il y a plein de gars qui se rendent pas compte
qui sont en train de faire un truc super violent. Et après, ça va vous apporter beaucoup de remords et de regrets. Et ça, il faut vivre avec toute sa vie, quoi. Donc c'est compliqué. Enfin, c'est essayer de... Mais ça a l'air de quand même changer. Là, je vois, j'ai des amis qui commencent à avoir 18-19 ans. Et putain, ils sont tellement plus safe que je l'étais à 18 ans. Et là, on voit enfin, ce qui s'est passé ces 5 dernières années et qu'il y a beaucoup de messages qui sont passés. Hein. Ouais, beaucoup de trucs. C'est ouf. J'ai demandé l'autre jour à ma cousine de 17 ans, je lui ai dit, est-ce que t'es féministe ? Et elle m'a regardé un peu en mode, est-ce que je respire ? Enfin, il y a des gens pas féministes, tu vois, dans le monde. Je fais, oui, ok, d'accord. Ah, mais c'est très cool. bien, on a dépassé, enfin pas pour tout le monde bien sûr, mais on commence à dépasser cette étape. Moi, quand j'avais 17 ans, c'était un gros mot féministe, quoi. C'était c'est vrai. Les meufs qui se sont battues pour le droit de vote, tu vois. Mais maintenant, ça sert plus à rien. Oui, c'était vraiment des figures intellectuelles extrêmement précises. Et les chiennes de garde où du coup t'avais l'impression qu'elles étaient hyper violentes et que... À un moment il y avait que les fémènes, il y a plein de gens pour eux les féministes et les fémènes quoi. Et ça et même l'argument on le voit encore aujourd'hui assez souvent ressortir. Alors qu'elles ont toujours été max 150 je pense les fémènes. C'est vraiment pas grand monde et c'est un militantisme très spécifique. Donc après oui évidemment que dans les médias c'est plus intéressant de mettre des bonnes meufs qui montent leur sein que de mettre une AG du planning familial, tu vois, mais les deux existent et ce serait bien de parler un peu de tout le monde, pas que des bonnes meufs. La dernière question que je voulais te poser, donc tu as évoqué Terry Crews qui, je suis d'accord avec toi, fait un boulot de ouf, notamment sur la perception des victimes de violences sexuelles. Et justement, je voulais te demander si tu as des idées de mecs qui représentent pour toi des modèles de masculinité positive, sachant que ça peut être des mecs réels ou des personnages fictifs, si c'est plus ta gamme. Oh là, comme ça, comme j'y ai pas réfléchi avant, je sais pas si je vais sortir les exemples les plus pertinents. Je sais que Terry Crews, là, je trouve ça très bien ce qu'il fait. Il y a aussi Édouard Louis là, que j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Et justement, le fait que lui, il dise il faut toujours lier la question du genre à la question de la classe sociale, parce que ça explique énormément de comportements. Et traiter des gens qui sont déjà dans une souffrance du corps et du machin, les traiter de beaufs, les traiter d'homophobes extrêmement facilement. Mais... c'est un peu facile et c'est plus complexe que ça. Donc ça, j'aime vraiment bien. Après, je sais pas, globalement, moi, je trouve que j'arriverai pas à trouver vraiment d'exemple. Moi, je sais que je me suis beaucoup nourri de culture asiatique et de trucs comme ça, parce que la représentation de la masculinité, c'est plus sur la... Enfin, il y a beaucoup plus de personnages sensibles, un peu intello, machin, un peu dans la détresse émotionnelle... ce genre de trucs. Et je sais ce que je vais conseiller comme truc, il y a une série que j'ai trouvée assez ouf là sur Netflix, une série qui est sud-coréenne ou qui est japonaise. Non, c'est japonaise. Et qui s'appelle je suis con, il y a yen dedans. C'est 5 million yen women, et c'est l'histoire d'un auteur un peu raté. Son père tue sa mère et l'amant de sa mère quand il découvre leur relation, et du coup lui il vit ce truc en plus ça parle un peu de la prison au Japon, de la peine de mort, ça parle aussi de ces problématiques là qui sont très intéressantes, mais lui il vit ce truc de putain mon père a tué ma mère machin, et il se retrouve avec on ne sait pas pourquoi évidemment au début, mais il se retrouve avec 5 nanas qui viennent vivre chez lui parce qu'elles ont été payées pour ça, et elles viennent vivre chez lui pendant plusieurs mois, et elles lui payent un énorme loyer pendant que lui essaye de se construire sur un livre. Et ça parle vraiment je trouve c'est super intéressant, ça parle vraiment parce qu'en plus à plein de moments, même si lui il est sensible, il est gentil, il fait plein de conneries sexistes à plein de moments, et c'est bien montré, c'est des personnages qui sont assez forts, et ça c'est le dernier truc que j'ai vu qui m'a bien marqué. Merci beaucoup Dany. Merci à toi. C'était très chouette. Merci. Je suis très contente. Merci à toi d'avoir écouté ce nouvel épisode de The Boys Club situé sur YouTube. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour ne rien rater, et à poser un commentaire si tu as des réactions, des questions. Je te répondrai avec plaisir. Si tu es sur une plateforme de podcast, comme par exemple iTunes, tu peux mettre 5 étoiles à The Boys Club et laisser un avis, comme ça le podcast sera mieux référencé, plein de gens l'écouteront et le monde deviendra plus beau. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. C'est un mercredi sur 2, et je te fais plein de bisous. Prends soin de toi.